Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée au business de la migration. On sait tous que beaucoup de nos frères et sœurs quittent le continent africain au péril de leur vie pour venir en Europe cherchant là-bas un Eldorado. On ne sait pas réellement ce qui se passe dans les détails, on sait juste que bien d'entre eux quittent le pays avec une certaine somme d'argent, affrontent sur leur trajet des choses horribles et d'ailleurs, plusieurs d'entre eux terminent en esclavage en Libye quand ils ne meurent simplement pas tout au long de ce périple-là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un ancien migrant, quelqu'un qui a fait ce que j'appelle moi le parcours de la mort pour venir trouver un Eldorado en Europe et qui a bien voulu témoigner, qui a bien voulu nous partager son histoire, sa réalité, ce qu'il a vraiment vécu et pourquoi il l'a fait. Pourquoi est-ce qu'un jeune homme en bonne santé quitte son pays, quitte sa famille pour aller tenter cette aventure-là? Qu'est-ce qui peut justifier un tel niveau de désespoir ou de prise de risque? Et ensuite, pendant ce trajet-là, qu'est-ce qu'il rencontre? Qu'est-ce qu'il vit? Par quoi est-ce qu'il passe? Qui est-ce qu'il voit mourir? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le but ici, c'est de parler de la réalité. Il y a des gens, malheureusement, qui ont fait de cette traversée-là un business, qui s'enrichissent en mentant énormément. Donc, il est question aujourd'hui de rétablir simplement la vérité, avec, j'espère, pour moi, comme issue, de dissuader ceux qui veulent prendre ce chemin-là, mais ceux qui voudront quand même, malgré tout, prendre ce chemin-là, qu'ils sachent ce qui les attend. C'est une interview qui va être émouvante parce qu'on va parler de choses très difficiles, mais qui, bien évidemment, selon moi, méritent largement d'être faites parce que les sujets qu'on va aborder ici aujourd'hui sont cruciaux, indispensables. Très bien, donc sans plus tarder, je vais admettre Moni, qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Moni. Bonjour Philippe, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview et de nous partager ton parcours et ton histoire très difficile. Est-ce que tu peux juste en introduction, Moni, te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Merci déjà pour l'opportunité que tu me donnes Philippe. C'est un plaisir déjà de t'avoir sur ta chaîne qui est aussi suivie tant sur le plan national qu'international. Tu as fait tes preuves, donc pour moi c'est un honneur déjà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moni Dikongue Pierre. Je suis Camerounais exilé vivant en République d'Irlande. Mon background, bon, en général, j'étais athlète au pays. J'ai représenté l'équipe nationale 2 fois. Dans, J'étais dans quel champion sport? de karaté, karaté Shotokan. Ah oui, en Karaté plus. Shotokan. Karaté Shotokan de 2000, oui, c'était de 2009 à 2012. Donc, j'ai eu le plaisir et l'honneur de régner dans ma catégorie. Et voilà, Donc tu es entre autres tu es aussi, tu es un champion. ouais, c'est comme ça qu'on nous appelle hein, Oui, bien sûr. les premiers, les champions. Mais ce qui m'honore le plus, c'est que j'ai eu le plaisir. J'ai eu le plaisir de vivre l'expérience unique de représenter mon pays, de porter la flamme camerounaise jusqu'au niveau international. C'est vrai que lorsqu'on est confronté aux autres, c'est difficile. Donc voilà, j'ai eu ce plaisir de représenter mon pays. Et voilà, j'ai fait mes études primaires. Voilà, j'ai commencé tout petit à Saint-Gérard. Ensuite, j'ai évolué au collège Alfred Saguet, pour ceux qui me connaissent. Après, je me suis un peu éparpillé jusqu'à ce que j'arrête pour des raisons personnelles. Donc, en gros, ça, c'est moi. C'est D'accord, moi. très bien. Donc voilà quelqu'un qui était champion. Donc on va dire quelqu'un qui, mine de rien, je ne sais pas comment était ta vie au pays, mais j'imagine que tu n'étais pas parmi les personnes les plus misérables de ton pays. Qu'est-ce qui te pousse à un moment donné à te dire, je vais voyager et il faut que je parte par ce chemin-là? Parce qu'en plus, tu l'as dit, en ayant représenté le Cameroun à l'international, tu as dû sortir du pays à plusieurs reprises et tu es certainement sorti en avion pour aller faire ces compétitions-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dises, il faut que je parte de ce pays? Quelle était ta réalité? Honnêtement, pour être honnête, j'ai jamais, j'ai jamais eu le besoin enfin, le rêve absolu de quitter le pays. Pour moi, c'était pas quelque chose d'absolu. C'était pas une réalisation absolue qu'il fallait à tout prix que je parte. Mais déjà parce que j'ai de la famille en Europe, j'ai la chance que j'ai une grande famille en Europe donc qui nous visitait. Ça faisait que
voilà, il y avait une certaine interaction et il n'y avait pas justement ce besoin absolu de partir pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais après, la réalité est que j'ai commencé à me poser certaines questions au long de au fil de mon parcours professionnel. Parce qu'il y avait l'école, il fallait choisir entre l'école et le sport. Et plus on comment dire, on s'approfondit dans ce qu'on fait, on découvre aussi certaines réalités. Donc, à l'époque, je n'avais pas la maturité des autres parce que j'étais un athlète, j'étais jeune, j'étais assez jeune. Et lorsque j'ai intégré l'équipe nationale, il y avait déjà des gars qui étaient mûrs, qui avaient des ambitions, entre autres celles de partir, déjà pour des raisons qu'on connaît. Donc, l'indicateur, c'était que ceux autour de moi, déjà, ils avaient une vision un peu waouh de l'Europe. Parce que la première fois on est arrivé en Afrique du Sud, c'était en 2010, juste après le retour de Lyon, la sévère déculottée qu'on a donnée au Lyon, si vous vous rappelez tous. Ça a été un épisode difficile, la Coupe du Monde 2010. La Coupe En du monde Sud, de football en Afrique du 2010, voilà, de Sud, oui. football. Donc, juste lorsqu'il repart, il rentre, nous, l'équipe nationale, on part. Donc, c'était déjà pour nous un honneur et c'était un challenge d'aller redorer l'image du Cameroun qui a été sévèrement sali En Afrique du comment Sud. dire, oui, à Cape Town. Donc, voilà, lorsque j'arrive, je n'étais pas toujours dans la même configuration que les autres, mais je voyais déjà la différence entre ce qu'on n'avait pas et ce que les autres avaient. Ce qui nous manquait, ce dont on avait besoin qui était basique, tu vois, par exemple, l'équipement, la santé, les assurances, enfin, les choses concrètes qui donnaient qui donnait à l'athlète la pleine capacité de pouvoir exceller dans son domaine et de vivre décemment. Donc, on a commencé à réaliser ça. Et ensuite, la deuxième fois, c'était l'année qui suivait à Maputo, aux Jeux africains à Maputo. Nous y sommes allés. Voilà, on a représenté le pays. Et dès qu'on rentre, ce déclic dont ça a commencé à cliquer dans ma tête qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est là donc que j'ai commencé à mûrir cette idée, je dois partir. Donc, en Je dois fait, partir. c'est né du contact des athlètes des autres pays, face auquel tu t'es rendu compte du décalage de traitement qu'il pouvait y avoir entre être athlète au Cameroun, notamment dans le domaine du karaté, et être athlète finalement dans les autres représentations. Et tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment ça. Exactement. C'est d'où part le déclic. Exact. D'accord, c'est vraiment intéressant parce que de prime abord, on ne s'imaginerait pas qu'un déclic pourrait partir de là. On peut se dire que c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, rêvassait au pays, la vie était très dure pour lui et puis du jour au lendemain, il a décidé de, bon, allez, il y en a marre, je me barre d'ici. En fait, toi, non. Malgré le fait que tu avais certaines conditions de base minimum, tu t'es quand même rendu compte qu'il y avait un gros décalage entre toi et tes compères des autres pays. Et donc là, on est en 2000 combien? 11? Oui, on est en 12? 2011. 2011. 2011, lorsqu'on rentre Maputo. 2011. Tu quittes le Cameroun à quel moment? Voilà, je quitte le Cameroun en janvier 2013. D'accord. Qu'est-ce qui se passe donc de 2011 à 2013 pour finir par te convaincre? Tu n'en as pas parlé autour de toi, personne n'a essayé de te retenir. Comment ça se passe? Déjà, ça se passe, j'essaie d'en parler avec ma sœur. Ma sœur aussi, qui était ma première fan et qui est aussi très proche de moi. Voilà, on commence à avoir des échanges du genre, OK, je pense que voilà, il va falloir que tu vises plus haut. Et vu que j'étais quelqu'un d'ambitieux dans mon sport, j'ai toujours voulu aller plus loin, évoluer. C'est ça qui m'a aussi permis d'être champion du Cameroun parce que j'ai tout sacrifié. À l'époque, j'étais partagé entre mon bac, pour mes amis, pour tous ceux qui me connaissent, cette promotion 2010-2008, j'étais carrément absent en cours. Donc, j'avais tout focus sur le sport. Donc, je discute avec ma soeur, on commence à avoir des chants du genre, voilà, j'ai un réseau. C'est comme ça que ça commence, parce que le mot réseau, ce sont, voilà, ce genre de termes utilisés au pays. J'ai un réseau qui peut te permettre de voyager. Pour moi, dans ma tête, réseau, c'était du genre. Et elle m'avait expliqué, voilà, un réseau étudiant, tu vas voyager en tant qu'étudiant, tu iras peut-être dans tel pays. Je crois que c'était, elle m'a parlé, je ne sais pas, du Maroc, quelque chose comme ça. Et à partir du Maroc, tu vas trouver un autre
un autre avion qui va directement te connecter pour la France. En fait, c'était ça, grosso modo, l'idée que j'avais dans la tête. OK, puisque dans la théorie, c'est toujours beau, c'est que waouh, je vais aller en étudiant, donc ça va, j'ai la garantie. Je vais aller dans un cadre normal, je serai suivi. Donc, c'est comme ça donc, que cette idée, cette conversation commence avec ma sœur. Et maintenant, la Ta sœur qui réalité te du... parle de ça, elle est où à ce moment-là? Elle est en Europe, elle est en Afrique? Non, on est au pays ensemble. Vous êtes au pays ensemble, OK. On est au pays ensemble. Donc, voilà. Et la réalité, justement, au pays s'est dégradée parce que je contracte ma hernie. Mes premiers signes, lorsque je contracte ma hernie, c'était en fin 2009, en fin 2009-2010. Donc, je commence à ressentir un inconfort au niveau de la zone pelvienne parce qu'il y avait une petite inflammation. Je ne savais pas ce que c'était au début. Je me disais que voilà, peut-être c'est un excès d'activité intense qui fait en sorte que ça se développe. Donc, dans ma tête, il y avait déjà quelque chose aussi physiquement qui commençait à me restreindre. Bon, je me suis dit que c'est gérable, je suis un athlète. Et après, au fil du temps, parce que ma dernière compétition, mon dernier championnat africain, lorsque je sors vice-champion d'Afrique au Cameroun, c'était au Palais des Sports, en 2011, juste avant Maputo, là, j'étais déjà vraiment malade. Il fallait que j'ai une intervention chirurgicale. Maintenant, j'étais aussi partagé entre le fait d'aller me faire opérer en Europe ou je reste au pays. Et pour moi, dans ma tête, la meilleure option, c'était le pays parce que j'ai une tante qui est docteur en France. Donc, c'est aussi ça, voilà, qui a Tu contribué veux dire ta à meilleure option, c'était aller te faire soigner en Europe? aussi, entre Voilà, autres. parce que tu as dit ta meilleure option, c'était de te faire soigner au pays. Non, ta meilleure option pour toi, c'était il faut que tu ailles te soigner en Europe. Donc, en plus du fait des conditions difficiles de ta vie, il s'est ajouté à cela une maladie qui devenait là aussi un élément motivateur pour que tu partes. Exactement. D'accord, Donc, ok. Et comment ça se passe donc? Comment ça se décide et comment ça se déclenche, ce départ? voilà, déjà, ça se décide au moment où j'ai une conversation avec mon père. C'était au niveau c'était presque à la rentrée 2012, si j'ai bonne mémoire, à la rentrée 2012. Il fallait préparer la rentrée où j'ai eu une conversation avec mon père. Je lui ai dit clairement que, OK, papa, moi, je ne peux pas continuer mes études au Cameroun. Je ne peux plus. Voilà, je préfère que tu t'occupes de mes soeurs. Moi, je dois partir. Et c'était la première fois que je vais à l'encontre d'une décision de mon père. Parce que pour moi, mon père, c'est tout. C'est l'autorité suprême. Et je lui ai dit, voilà, papa, il faut que je parte. Bon, sur le coup, c'était difficile. C'était difficile pour mon père de concevoir le fait que, premièrement, que je dois partir et que, waouh, je dois laisser l'école. Parce que mon père, c'était l'école, comme Samuel Eto'o et je sais pas, tout ce qu'on connaît, c'était l'école, l'école et l'école. Ça, c'est la rigueur. Donc, après cette conversation avec mon père, donc, en douce, donc, en background, moi, je complotais déjà avec ma soeur. Donc, on était déjà en train de peaufiner notre plan, mais il nous fallait les sous. Et c'était donc ça le problème. Parce que c'était décidé, moi, je devais partir. Je souffrais vraiment intérieurement, physiquement, il fallait que je guérisse. J'ai donc été opéré en urgence à l'hôpital de Ngoussou à Yaoundé. C'était en 2012. Et cette conversation, je l'ai avec mon père après mon opération. J'étais en phase de Convalescence. convalescence. Donc, De tu es convalescence. opéré de ta hernie finalement au Cameroun, de toute urgence. Oui, oui. La première fois, oui, c'était à Ngoussou. Donc, je me fais opérer et voilà, là, c'était la période de 2011-2012. Je me fais opérer une fois et le docteur il me diagnostique 6 mois de rétablissement sans effort physique. Mais Philippe, tu sais que quand tu es un accro du sport, c'est comme la drogue, hein. Moi, je ne m'arrête jamais. Je m'arrête que lorsque je suis mort. Donc, j'ai encore commis la bêtise de ne pas écouter le docteur et j'ai rechuté. Ça veut dire que les fils, puisqu'ils n'étaient pas assez, la blessure n'était pas encore Cicatrisé. cicatrisée de l'extérieur. Voilà. Donc les fils se sont encore réouverts et là, je refais encore une rechute. Donc c'était comme si rien ne s'était passé. Je repars encore pour une deuxième opération. Et ça, c'est au Cameroun. Je me fais opérer 2 fois de la même hernie, même scénario. Et pour moi, c'était OK, c'est bon.
puisque je ne pouvais plus performer. J'étais déjà réduit au moins à 40% de mes capacités physiques. Donc, pour moi, c'était je pars, je pars, je pars. Il n'y avait que ça dans ma tête. Mais maintenant, la question, c'était je pars comment? Parce que j'avais absolument aucune idée. Je ne savais pas ce que c'est que l'aventure. Je me disais, ayant des relais en Europe, je vais faire un voyage normal. Comme tout voilà, Camerounais qui a quelqu'un dans la diaspora, c'est qu'on organise, on t'invite, tu viens, peut-être en tant que en urgence, pour te faire opérer, parce que je savais que mes relais en Europe, ils allaient me supporter. Donc, ma famille en Europe allait s'occuper de moi, mais là, c'était la désillusion totale. Là aussi, je me casse la figure parce qu'il a fallu qu'on se démerde au pays. Et bien sûr, sans être de mauvaise foi, je sais que certains aussi ont contribué à la somme qui a été réunie pour moi pour que je puisse préparer mon voyage avec voilà, ma soeur et mon père. Alors, au final, donc, euh, au moment de partir, si je comprends bien, ta sœur sait que tu pars, ton père sait que tu pars, quelques membres de ta famille en Europe savent que tu pars, et toutes ces personnes se cotisent pour t'aider à réaliser ton voyage. Est-ce Oui. que ça veut dire que toutes ces personnes-là savent que tu pars en aventure? Non, c'était ça. Pas l'aventure. Mais ils savaient que j'allais en Europe, mais pas en aventure. L'aventure telle qu'on l'a décrit, non. D'accord. Et la somme qui est réunie est de combien à ce moment-là? C'est de 1 million de francs 1 CFA. million de Je francs CFA, crois donc 1 1 million de 500 francs CFA. euros. 1 500 euros. Voilà. Alors, quand tu décides, donc, à quel moment est-ce que tu décides que tu vas partir via l'aventure? Puisque, à quel moment est-ce que tu te dis, enfin, je ne sais pas moi, est-ce que quand tu sors du pays, tu sais déjà que tu es en train de partir en aventure? Comment tu te retrouves dans ce voyage? C'est ça, ça la partie la plus fabuleuse, je crois, de l'histoire. Parce que j'ai absolument aucune idée. Premièrement, j'ai aucun coaching. Je sais absolument rien. Je me retrouve déjà à partir de Douala jusqu'à à l'extrême nord du pays, dans des conditions, je vois dans des conditions très difficiles. Et j'avais le plaisir, je peux même dire la grâce d'être avec une personne que je me dois de citer dans mon interview. J'espère que pour des raisons qu'il comprend, il ne sera pas offensé. Mon très bon ami et cadet Sam, qui a été à mes côtés, un gars bien balèze, un très, très proche à moi. Donc, on était deux. Et ça se passe comment? Ma soeur et lui, il n'y avait que les deux qui savaient que moi, lui et moi, on allait en aventure. Donc, moi, en fait, je ne savais pas qu'on allait en aventure. Donc, je découvre l'aventure lorsqu'on est déjà à l'extrême nord du pays. Lorsqu'on est déjà en train d'échanger entre Garoua et je crois c'est Douala et Yola qui est au Nigeria. Donc, entre la frontière extrême nord et Nigeria, c'est là que je découvre en fait que je suis en aventure. Mais dans ma tête, toujours, pour être honnête, je ne savais pas ce que c'est que l'aventure parce que j'avais vu ça nulle part. Je suis en train de dire, OK, on y va. De moto à moto, de taxi à taxi, après de moto à moto, parce qu'au pays là-bas, les routes, il n'y a pas de route. C'est presque impraticable. Donc, les gars, c'est vraiment des cascadeurs. C'est comme les gars de safari là. On est sur les motos, on roule. Après, on commence à se couvrir le visage parce que plus on monte au pays, plus c'est aride, plus c'est voilà, la température change, les conditions, c'est sableux, il faut changer d'habitude. Bon, je me suis retrouvé, waouh, ok, allons-y. Et dans ma tête, j'étais calme, j'étais relax, j'étais pas encore paniqué. Maintenant, voilà. Lorsque j'arrive, lorsqu'on arrive à la frontière, justement, Cameroun-Nigeria, on est toujours en moto, on doit traverser. Il y a un checkpoint, là où on était, il y avait un checkpoint, il y avait des soldats. Et je crois, c'était à la tombée de la nuit, il faisait noir. Et c'est là donc que je découvre que je suis en aventure, Philippe. C'est là que la réalité commence. Je préfère mettre une virgule ici pour que Non, c'est tous important, c'est les deux, important, on c'est souffle important. d'abord, oui. C'est important. Donc, en fait, si je comprends. Alors, donc, quand toi, tu quittes, donc, je veux dire, quand tu quittes, tu dis au revoir à tes parents, tu te dis que tu vas où alors? Tu te dis que tu vas en Europe, mais avec le taxi? Tu te dis que tu te dis que vous allez à l'aéroport? Enfin, je comprends. Comment ça se fait que tu découvres? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu sais à ce moment-là? Parce que j'imagine qu'au niveau de la frontière, tu vas devoir prendre une décision de j'avance ou je m'arrête. Et tu vas décider d'avancer. Mais quand tu quittes la maison ce jour-là, le matin, avec ton sac,
tes effets, tes habits, ton argent en poche, tu te dis que tu vas arriver en Europe comment? Tu y as pensé? Déjà, je vais pas aller sans parler du rituel. Le rituel habituel, lorsqu'on a un membre de la famille qui s'en va, voilà, on doit fêter, on doit aller en boîte, on réunit des amis, on fait Enfin, moi, j'ai fait le rituel, hein. Donc, je me suis réuni avec quelques amis à l'époque et j'étais, j'étais aussi choqué émotionnellement parce que j'avais ma copine que j'ai dû laisser, qui vivait avec moi. On avait de grandes ambitions, on avait prévu beaucoup de choses ensemble. Et ça m'a aussi fait vraiment de la peine de la quitter à ce moment parce que dans ma tête, c'était qui tout doux. Je me disais, si je réussis, je reviens. Et il y a aussi la possibilité que je ne revienne pas. Moi, j'étais assez réaliste lorsque je partais. Donc, ça m'a aussi fait mal lors de mon rituel. Mais j'ai fait le rituel. Voilà, on est allé en boîte. Je crois qu'on a même fait un clip vidéo où j'étais un figurant, les benguistes, etc. Les gars viennent avec les nanas, on boit. Ensuite, je me retrouve chez un autre passeur. Je crois que c'est un petit dealer là au Cameroun. Je ne vais pas donner son nom parce que ce n'est pas important. Donc, on dort chez lui. Je ne sais pas dans quel quartier c'était. Je crois que c'était à Village, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. On dort chez lui. On est au nombre de, je crois, on est au nombre de 7. Parce qu'il y avait aussi d'autres gars qui étaient connectés à notre même réseau. Mais honnêtement, moi, je ne savais pas. Je me disais que voilà, on est des étudiants. Après, ici, peut-être on va aller, c'est on va aller à l'aéroport, peut-être de Yaoundé ou de Douala, un truc comme ça. On passe la nuit, je suis avec ma copine, on se dit nos derniers au revoir et je me mets donc à méditer. Je me mets à méditer profondément. Je me déconnecte des autres pour me dire, OK, dans quoi je m'embarque? Et là, je suis toujours dans le secret. Hein, donc, ça veut dire que la confidence est entre ma soeur et mon pote. Moi, je suis toujours exclu. Donc, je me dis que je m'en vais dans un cadre normal. Peut-être après, ici, le gars va nous prendre à l'aéroport, il va nous donner nos papiers, on va voyager. Mais rien de tout ça, le lendemain matin, ne s'est pas passé. Ça veut dire qu'on s'est levé très tôt le matin à l'aurore, je crois que c'était 4h, 5h. Et c'est là donc qu'on commence à prendre le premier bus qui nous connecte de Douala à Yaoundé. Et après Douala à Yaoundé, maintenant, pour se retrouver à l'extrême nord. Donc jusque-là, Tu ne lui Philippe, poses pas de questions? Ou tu as peur Philippe, qu'il va mal prendre ta question? Ou tu as peur qu'il va te dire rentre à la maison? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je veux dire, qui t'amène à Yaoundé? Je peux me dire, OK, peut-être qu'on va partir de l'aéroport de Yaoundé. Mais quand vous arrivez à Yaoundé, qui te fait prendre le bus Yaoundé pour le nord? À aucun moment, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce premièrement, que je pense que tu sais, cette étape-là, elle est importante. Parce qu'après, tout ce que tu vas affronter derrière, tu vas nous raconter, mais qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment comprendre le niveau d'information que tu as. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui vont suivre cette interview. Et c'est super important, je pense que les gens comprennent à quel point les gens qui partent du pays ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. exactement, Parce que exactement. on a souvent la tendance accusatrice de dire, oui, mais de toutes les façons, ils savaient qu'ils allaient en aventure. Ils voient tous les jours ici que l'aventure, c'est dangereux. Ils voient bien que les gens sont esclaves en Libye. Pourquoi est-ce qu'ils partent quand même? Eh bien, la réalité, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas dans quoi ils sont en train de s'embarquer, pour beaucoup Pas d'entre eux en du tout tout. cas. OK. Donc, quand tu arrives, donc le matin, effectivement, le Sam en question, il a passé la soirée avec vous, c'est ça, ou il est venu te chercher le matin? Non, on a passé toute la soirée ensemble. Mais Donc, il au était avec moment où vous. OK. voilà, on était ensemble. Ça, mon pote, on était ensemble. Et en plus des autres gars, on était tous ensemble. Donc, les personnes qui savent que tu pars en aventure, c'est ta sœur Et aînée lui, et et Sam, ton lui. pote. Non, non, ma soeur Ta cadette et sœur lui. cadette, c'est Cadette, yeah. Sam C. Ils savent, ils savent. Sam, c'est ton aîné ou c'est ton petit Non, c'est frère? mon cadet aussi. Oui, c'est mon C'est ton cadet. Mais un cadet. gars bien balai. Oui, c'est mon cadet. Je t'assure. Je me fais flouer par. Voilà. Ce sont mes cadets. Hein, C'est ça je tes t'assure. cadets qui t'emmènent dans une aventure Et sans que voilà. tu ne t'en rendes compte. OK. Euh, donc, réponds à ma question, s'il te plaît, et ensuite on continue. Quand tu es dans parce que Douala Yaoundé, c'est 4 heures, 3 heures 30, 4 heures de bus. Et Douala, Yaoundé, le nord, ben, c'est au moins 6 heures, quoi. Donc, ce sont de longs voyages. À quel moment est-ce que tu te questionnes? Est-ce que tu poses des questions à Sam? Qu'est-ce que Sam te dit? Je t'assure, Philippe, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable dans l'histoire. Parce qu'il faut que les gens comprennent exactement le niveau de désinformation.
et le niveau de désespoir dans lequel les Camerounais se trouvent lorsqu'ils quittent le pays, lorsqu'ils ont déjà l'idée de partir. Ça veut dire que dans notre tête, c'est comme un drogué. C'est comme un drogué qui décide de se droguer et affronter sa réalité. Parce que sa réalité, c'est qu'il peut mourir. Ça, d'une manière ou d'une autre, il peut mourir. Mais il sait quand même que non, sous l'effet de la drogue, je vais y aller. Donc, en fait, dans ma tête, je ne questionne pas Sam sur le pire. On ne parle pas du pire. Hein. Je t'assure, je suis calme, on parle de tout, mais sauf de ce qui peut éventuellement nous arriver. Parce qu'on n'en sait absolument rien, Philippe. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui ou c'est devenu Non, du mais, genre. non, mais, non, mais en fait, là, je comprends. Je comprends cette partie-là. Mais je veux dire, si moi, je crois que je vais partir par l'avion, tu vois, et que le matin, on se lève et on se dit, bon, gars, habille-toi, on y va. On prend le taxi et on va à la gare, on va pour Yaoundé. OK, peut-être qu'on va prendre l'aéroport de Yaoundé. Alors, tu me diras, il y a un aéroport à Garoua aussi. Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, toi, même si tu ne lui as pas posé la question, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, ah, on ne va pas y aller en avion, en fait. Tu ne t'es pas dit ça à un moment donné? Pendant ce trajet-là, le premier trajet. Non, ça maintenant, ça dépend de la perspicacité et la personnalité de chacun. Moi, je ne suis Ouais. pas quelqu'un qui panique. Donc, OK. moi, vu que j'étais avec quelqu'un que j'aime, quelqu'un à qui je fais confiance, je n'ai pas paniqué. Parce que OK. Sam, je peux dire, Sam peut prendre une balle pour moi, je peux prendre une balle pour lui. Donc, c'est ça qui a joué, c'est ça qui a désactivé, c'est ça qui a baissé mon pare-feu de vigilance. Et tu vois, éveiller ce côté-là, ce côté critique dont tu as, pour dire que, mais ouais, Oui, il y a quelque chose qui c'est vrai cloche. que moi, je suis externe, effectivement. Et puis là, je te parle, je suis au chaud chez moi. Donc, j'ai le temps Non, de non. réfléchir aux questions. Toi, tu es, oui, forcément. Donc, vous arrivez donc au nord, Garoua. Garoua, c'est le nord du Cameroun. Hein. Donc, vous avez la frontière nigériane qui est tout le temps à l'ouest du Cameroun. À l'ouest. Vous franchissez donc au poste. Qu'est-ce qui se passe Le donc à ce checkpoint. poste, le checkpoint dans la nuit? Ah, c'est là que les péripéties commencent. Parce qu'au checkpoint, waouh, au checkpoint, il y avait je crois, des soldats armés, je crois, côté nigérien. Voilà, c'est eux qui se chargeaient de faire traverser des va-et-vient, en fait. Donc, il fallait donc dévier ce checkpoint. Parce qu'on n'allait pas entrer légalement. Donc, il fallait dévier ce checkpoint. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, certains empruntent ce checkpoint. Mais je crois bien qu'il est situé à Yola. Si tu prends la carte, tu verras bien, Yola, c'est entre Garoua, quelque part là-bas, Yola. Donc, c'est une infime partie du Nigeria par laquelle on passe, bien que Yola soit vaste. Donc, les gars ont ouvert, parce qu'ils ont d'abord fait un plein phare pour nous identifier. Les premières motos qui étaient ont continué. Nous, notre mototaxi, lui, il a reculé. Enfin, il a fait retour, enfin, il est reparti. Donc, on était obligé de fuir parce que les gars, ils étaient armés et ils ont donc commencé, ils ont ouvert le feu. Enfin, je ne sais pas si c'est un feu pour nous shooter ou c'est un feu de dissuasion. Mais j'ai entendu des coups de feu, comme des carabines. Je ne sais pas quelles armes ils utilisaient. Ils ont tiré, et dans la panique, donc, le gars a retourné la fauflée avec la moto, il s'est caché dans des buissons, je ne sais pas quoi. Et on a donc passé à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes, le temps que, enfin, voilà, ça se calme un peu de ce côté-là. Mais on n'était pas très loin, on était peut-être à 200 mètres, 1 mètre, 100 mètres, quelque chose comme ça. Deux. Donc, eux, ils savaient déjà qu'on était là. Maintenant, donc, la déviation commence. Il fallait éteindre la moto, enfin, stop, couper le contact pour que les engins ne font plus bruit. Et maintenant, contourner par une zone, je ne sais pas, marécageuse à ce niveau-là. Donc, il y avait un petit marécage juste à côté, comme une rizière, tu sais, les rizières là. Donc, où l'eau, on était peut-être immergé jusqu'au niveau de la poitrine, parce que moi, je fais 1,75 m, donc je ne suis pas très. Donc, l'eau était jusqu'au niveau de ma ceinture. Donc, on était dans la boue et le moto-taxi était avec nous. Bon, nous, on n'avait que lui pour suivre. Moi, j'ai découvert dans quoi j'étais. Mais Philippe, je peux t'assurer que jusque-là, moi, ma personnalité, je n'étais pas paniqué. Je savais déjà que maintenant, le combat a commencé. Parce que premièrement, tu n'es même plus dans un état où tu dois encore te poser la question que ouais, dans quoi je suis. Maintenant, c'est que où tu fais, ou tu ne fais pas. C'est tout. Quand tu Donc, on a voyages comme commencé. ça, ton argent, tes 1 500 € sont où? Voilà.
Très intéressant. Généralement, mon expérience personnelle, vous apportez une certaine somme. Ça peut être 10% sur vous, ça peut être 20%, ça peut être 30%. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que vous arrangez avec ceux qui vous font partie et vous-même. Vous pouvez décider de prendre 20% du montant total. Du genre, vous allez payer le transport, vous allez manger, vous allez payer les hôtels, etc., etc. Juste un set. Enfin, on évalue. Peut-être que de Douala à Yaoundé, on va dépenser ceci, on va dormir ici, on va faire comme ça. Peut-être maintenant, dans l'aventure, pour ceux qui connaissent, ils savent qu'ils doivent payer les passes. Par exemple, ce checkpoint-là, on pouvait payer et passer. On pouvait s'arranger avec les sous. Donc, on paye et on passe. Mais ça n'a pas été l'option. Donc, on avait un certain montant sur nous. Ça a permis que, voilà, on économise. Parce qu'on a fait une déviation. Donc, on a économisé l'argent en termes de péage, quoi, quelque chose comme ça. Donc, la somme d'argent totale, vous ne l'avez pas. Parce qu'en plus de ça, vous pouvez vous faire enquêter, Philippe. Donc, imagine que tu as tes 150 balles et un malade te dit que déshabille-toi, donne-moi. Tu ne vas rien faire, tu vas lui donner. Et dès que tu lui donnes, c'est fini. Donc, ma soeur et Sam, ils avaient tout prévu comme des champions, je dis comme des maîtres de l'immigration. Il n'y avait que moi qui étais le pantin, je t'assure. Donc, si j'ai répondu à ta question, il n'y avait que moi Donc, tu qui… n'avais pas tout l'argent sur toi, en fait. Non, on avait une partie de l'argent, en fait. Et l'autre partie, tu vas nous en parler plus tard. OK. Euh, donc, du coup, vous parvenez à faire le contournement de ce poste-là, finalement, Oui, dans la bien sûr, nuit. dans Donc, la nuit. les motards qui vous conduisaient, ce sont des passeurs, en fait. Ils ont l'habitude de faire passer les gens. Exactement, ce sont les gars de la région. D'accord. Donc, ils vous ont fait passer la frontière pendant la nuit, j'imagine. Bien sûr, la Et nuit. la suite de l'aventure, donc là, te voilà donc maintenant au Nigeria. Bon, Nigeria, tu n'es pas très loin, hein. C'est à l'ouest du Cameroun. C'est un très grand pays. Quand tu es pour le Nigeria, Yola, parce que là, j'ai ouvert une carte du Nigeria. Yola, c'est à l'est du À l'est du Nigeria. Nigeria, tout à Euh, fait. Qu'est-ce que vous faites alors de là? Déjà, il fallait passer la nuit, hein. Il fallait passer la nuit, il fallait manger, il fallait trouver un endroit où dormir. Voilà, on est arrivé dans une petite, je sais pas, dans une petite, ça peut être une petite ville, hein. Ça peut être une petite ville frontalière où il y avait voilà, quelques boutiques, quelques shops. On est arrivé, on a payé à manger, le chauffeur était là. Un mec très sympa, vraiment que j'ai aimé. Ça, c'est quelqu'un qui faisait, il aime son métier. C'est un passeur professionnel, il vit de ça. Et c'est un mec vraiment sympa et honnête. Il nous a trouvé, en plus de ça, un endroit où dormir qui n'était pas très confortable parce qu'on était déjà sorti du cadre luxurieux là où on était. Donc, dans notre tête, c'était que moi, je savais déjà dans quoi on était. Donc, on a dormi dans des huttes. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il n'y avait pas de lit. C'était obscur. Je ne sais même pas. Peut-être on gardait le bétail là-bas. Il n'y avait que des nattes au sol. Nous sommes entrés sans lumière, rien du tout. Il fallait juste s'allonger et dormir. C'est comme ça que ma première nuit d'aventure commence. À Yola, on passe la nuit et le matin très tôt, on prend la moto et on va maintenant essayer de trouver un chauffeur qui va nous connecter. Imagine, regarde encore la distance. De Yola jusqu'à Kano, Oh, imagine à peu près combien de kilomètres de route ça fait. j'ai les deux Donc, je devant n'ai moi. pas visité le Nigeria. Je ne suis pas allé en touriste que voilà, on va aller faire le shopping, on va acheter ceci, on va… Tout ça là, je dis direct, de Yola jusqu'à Kano. Parce que Kano, maintenant, c'est aussi C'est au nord la du connexion. Nigeria. Voilà, c'est le nord du Nigeria qui te connecte maintenant au Niger. Si tu regardes bien Tout le à map fait, du tout à fait, Cameroun. tout à fait, tout à Voilà. fait. Donc, De Yola à à Kano, Kano, c'est on 1000 quelque a, chose de kilomètres, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être c'est je me trompe. 688 kilomètres, Voilà, c'est 688 kilomètres de route. 10 heures de voiture. Donc, c'est 6 ans, oui, c'est 10 heures de voiture. Voilà. Donc, il fallait donc les faire, Philippe. Il fallait déjà En les faire. moto, Non, en voiture. en Non, mais voiture. en moto, c'est impossible. Je me dis c'est possible, mais c'est très Donc là, vous inconfortable. êtes déjà dans le pays, donc vous prenez un transport Un dans le pays transport qui va vous faire. normal, voilà, dans OK. le pays, voilà. Et avec un mec qui connaît les déviations, on passe pas ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Voilà. Je comprends. Donc, Donc voilà. là, en fait, OK, je commence à comprendre l'itinéraire. Donc, vous partez du Cameroun, vous montez au nord. Le nord, vous passez par le Nigeria. Le Nigeria, vous allez au nord du Nigeria pour rejoindre le Niger. Le Niger, OK, le Niger. Donc, au Niger, bon, j'ai essayé d'écouter un peu tout ce qui s'est passé entre comment dire, entre la frontière de Cameroun et Niger, parce que c'est trop long.
Donc, je préfère donner en grosso modo Bien sûr, bien l'essentiel. sûr, bien sûr. Donc maintenant, on se retrouve donc à Kano. C'était, voilà, le voyage était long, Philippe. On a fait une seule pause. Tu imagines, ça pouvait être 8 heures, je ne sais pas, 8 heures, parce que le chauffeur ici était très bon. Ça peut être minimum 9 heures de temps. Et on Quand a même fait une seule pause. un seul stop, ouais. Oui, un seul stop. Je crois que ça nous a pris une journée et quelques. Je crois une journée et quelques, si j'ai bonne mémoire. Donc, lorsqu'on arrive donc à Kano, bordel de merde, l'argent est fini. Donc, on est à court de sous, il nous faut des sous. Maintenant, c'est là où la seconde étape du film commence. On ne parle pas anglais. Le Nigeria, c'est un pays qui est seulement anglophone. Nous, on est francophone. Mais la bénédiction, comme je dis toujours, que j'ai eue, c'est que mon frère Sam, lui, il parlait anglais. Il parlait anglais. Bon, il bricolait pidgin anglais, mais c'est un gars très, très intelligent. Donc, il parlait anglais. À Kano, donc, ce qui se passe, c'est que la nuit, lorsqu'on arrive, parce qu'on arrivait à Kano dans la nuit, Philippe, il faisait très tard. On est arrivé dans une zone, je ne sais pas comment la décrire, c'était une espèce de marché. Un marché où, comme à la rue de la Joie au Cameroun, tu vois, il y a de l'ambiance, il y a des gens qui vendent la viande, il y a c'est comme un petit centre commercial, comme un marché, quoi. Je ne connais pas le nom de l'endroit, mais je sais qu'on était à Kano. Et la réputation de cet endroit est que on fait du commerce aussi des organes. Donc, ils vendent, oui, ils vendent de la chair humaine. Donc, il y a des trafiquants d'organes là-bas. Et ces trafiquants d'organes s'attaquent justement aux étrangers, ceux qu'ils appellent les foreigners, les étrangers. Et crois-moi, Philippe, on avait vraiment la tête des étrangers. Donc, quand tu arrives quelque part où tu n'es pas, voilà, voilà, tu n'es pas famille, tout le monde connaît, hein, tout le monde sait, juste à ton apparence, on n'a pas besoin de te demander. Donc, dès qu'on arrive à Kano, déjà, on était très fatigué. Il fallait qu'on se repose aussi. Il fallait que, voilà. Donc, le chauffeur, il gare sa voiture. Sa mission était terminée. Sa mission s'arrêtait là. Donc, il n'avait plus rien à faire avec nous. Maintenant, il fallait que nous-mêmes, on trouve un deuxième transport maintenant qui allait nous connecter entre la frontière du Nigeria et le Niger. Voilà. Maintenant, il fallait entrer au Niger. Et honnêtement, moi, je ne connais aucune ville. Je ne me rappelle pas. Je ne connais pas les villes du Niger parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que là où c'est dangereux, c'est que cette zone-là, il y a quelqu'un parmi un indique qui nous a reconnus en tant qu'étrangers et il allait signaler à la police. Parce qu'ils sont en complicité avec les agents locaux. Je ne sais pas s'ils sont des vrais policiers, mais il y a des locaux là-bas, des officiels qui viennent intimider les étrangers. Ah, oui, si on ne paie pas. Ah, who are you? Voilà. Quelqu'un qui vient, il vous fait pression et il nous dit donc. Dès qu'on a donc senti qu'il y avait quelque chose d'anormal, parce qu'il nous a dit, OK, attendez, si j'arrive, on a passé peut-être une trentaine de minutes, personne, rien. Et c'est là donc que l'instinct d'aventurier de Sam a commencé que, gars, il faut qu'on se bat d'ici. L'endroit-ci, moi, je ne sens pas ça. Gars, quittons d'ici. Et moi, tout naïf, je me dis, OK, les gars, on va donc où? On se met donc à marcher, on marche. Et quand on se déplace, on se rend compte que il y a un regard qui pèse sur nous. Les gens nous regardent d'une manière bizarre. Subitement, il y a un mec qui apparaît devant nous en tant que policier. Présentez-vous. What's your name? Sam leur répond gentiment. Et c'est là donc que les gars récupèrent mon frère Sam. Et moi, je démarre dans la course. Je t'assure, Philippe, je cours, je ne sais pas où je vais. Je me mets à courir entre les gens. Je ne sais pas je ne sais même pas qui ils sont. Je me mets donc à courir. Je fonce dans comment dire, les étalages de marché là. J'essaie de me cacher quelque part. L'alerte donc est lancée. Les gars, ils font une alerte. Voilà, on est en train de chercher cette alerte. On devient comme le cobaye, hein? Comme les Boko Haram là. Les gars se mettent à nous chercher. C'est là donc que mon pouls s'accélère. La pression, je commence à sentir que ma vie est en danger. Et je ne savais toujours pas quelle réputation cet endroit avait. Bon, heureusement pour moi, je ne sais pas, peut-être c'était mon étoile, j'ai réussi à me trouver dans une position où j'ai échappé à leur vigilance et à ceux qui me poursuivaient. Malheureusement, Sam, lui, il était arrêté. J'ai donc commencé à m'inquiéter. Et de là où j'étais, je pouvais voir là où on amenait Sam. C'était pas très long, on l'a mis dans une salle avec un petit rideau. C'était comme un rideau. Et il y avait d'autres immigrants qui étaient assis là-bas. Je ne sais pas si c'était pour une raison d'identification, je ne sais pas, c'était illégal. Peut-être on était aussi des immigrés. Tu vois, c'est légal dans le pays.
Donc, j'attends donc pendant ce temps, calmement, jusqu'à ce que je remarque donc, j'entends des voix. C'est comme s'il y a un échange très chaud entre Sam et eux, parce que Sam aussi, c'est un costaud. Le gars a commencé à les intimider et il a réussi à sortir de là, la tête haute, que non, il parlait en anglais. Voilà, peut-être, I'm not giving my paper. Voilà, je ne donne pas mes papiers, je n'ai rien à foutre avec vous. Et les gars ont senti que le gars, même s'ils vont au corps à corps, ce qui est sûr, même s'ils meurent, au moins tuer deux. Parce que Sam se balèze, il est fort. Les gars l'ont relâché. C'est donc comme ça que Sam sort de là et je le reconnais. Je m'approche de lui, je lui dis que, gars, c'était comment? Il me dit que, man, il faut qu'on dégage d'ici 7 minutes très rapidement. Il faut qu'on se casse. On commence donc à négocier le transport de là où on était, parce qu'il y avait des voitures en partance pour le Niger. Et je t'assure, c'est organisé, Philippe. C'est quelque... Ils savent que nous, on est là, on n'est pas là pour rester. On est là pour partir. Maintenant, on nous connecte dans... Puisque notre agent était presque fini, on nous connecte dans une autre, c'était pas très loin de là, je crois, dans une autre petite ville, toujours à Kano. Kano. À Kano. Maintenant, le matin, on est à Kano. Il faut qu'on quitte maintenant du Nigeria jusqu'au Niger. L'argent est donc fini. Il faut qu'on aille à la banque pour tirer de l'argent. Et nous, on ne parle pas anglais. On prend donc des petites taxis. Il y a des taxis nigériens, là, c'est comme les 3 roues. Les 3 roues, là. Vous asseyez 2 devant le chauffeur, 2 derrière, le chauffeur est devant. Donc, des petites motocyclettes, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est très pratique au Nigeria. Donc, on se sert donc de ça, on arrive à la banque, un Western Union. Ah, les tuk-tuk, hein? Quelque chose comme les Les tuk-tuk, tuk-tuk. je sais pas, je crois, les tuk-tuk. Mais j'ai découvert ça là-bas. Même en Thaïlande aussi, il y a des trucs comme ça. Oui, c'est les Donc, tuk-tuk. les tuk-tuk. Ouais. Dès qu'on arrive donc à la banque, c'est Sam donc il se met à négocier avec le vigile, etc. Il savait qu'on était des étrangers, mais il leur explique en anglais que ici, on est calé dans l'urgence, on n'a pas de papier, on veut juste passer un coup de fil. Et le coup de fil, il fallait appeler ma soeur. Donc, c'est ma soeur donc qui se charge maintenant de la transaction. Je vais essayer de faire court, qui se charge de la transaction maintenant pour nous donner l'argent à Sam, pour nous envoyer de l'argent. Et ça se passe Ah, miraculeux. Ça se passe d'accord. miraculeusement, Philippe. Ça se passe miraculeusement comment? Parce qu'il fallait que Sam convainque le vigile d'utiliser son identification pour récupérer l'argent Oui, parce que et vous lui n'avez pas de donner. papier On là-bas. n'a rien, on n'a rien. Même si on a les papiers, il ne faut pas les montrer. Il ne faut pas les montrer. On avait tout, il faut tâcher. Donc, le gars se sert de son identité, on lui propose un pourcentage. On dit que, gars, tu récupères ceci, tu prends ceci, tu nous dis. Je ne Nous, on comprenais part pas. comme ça. Maintenant, je comprends la stratégie. Donc, en fait, vous avez laissé ta soeur avec de l'argent et progressivement dans le trajet, elle va vous envoyer de l'argent. Au final, c'est ça, c'est OK, c'est assez astucieux. C'est Donc, subtil. vous Ça, c'est n'aviez pas subtil. l'argent avec vous. OK. Non. Mais vous serez confronté au fait qu'à chaque fois, vous devez trouver quelqu'un qui va accepter de sortir l'argent Si l'argent, et de vous redonner sans rester avec, quoi. OK, je comprends. tout à fait. Et le temps qu'on survive, parce il faut aussi demander un montant conséquent qui va vous permettre de survivre. Parce que l'argent peut finir entre le Niger, entre la frontière, entre le désert du Niger et de l'Algérie. Tu fais comment? Il n'y a pas de banque là-bas, gars. Donc là, maintenant, ça devient ton propre instinct. Ah, oui, Voilà. tu dois manager ce que tu as. Oui. Manager ça. Donc, on se retrouve avec l'argent et on quitte donc du Nigeria au Niger. Le Nigeria, le Niger, on s'est retrouvé dans la zone, je crois bien, c'était à Arlit ou à Agadir, si je ne me trompe pas bien. C'est Agadir, je n'ai pas envie de dire des conneries, je crois que ça doit être Agadez ou Agadir. Tu peux vérifier. Je crois que c'est soit Agadir ou Agadir, c'est au Maroc. Ok, Agadez, Agadez, c'est au Niger. Agadez, voilà. Il y a Agadir et il y a Agadez. On se C'est ça. retrouve donc à Agadez. Agadez, Voilà, c'est pratiquement au centre du Niger. au Niger. Voilà. Maintenant, donc, au centre du Niger, donc, dès qu'on arrive au Ah ouais, Niger, à Agadir, là par contre, c'est long. C'est non, 1200 kilomètres. Donc, c'est pratiquement 20 heures de route. Ouais. merci beaucoup. Je t'ai épargné toutes les péripéties de la Oui, nuit, oui, les oui. motos, voilà. Donc, on arrive donc au Niger. Au Niger, donc, il y avait une petite sorte de, je crois que c'était comme un auto wash car. C'était les car wash. C'était comme un endroit de lavage de voitures. C'était ouvert, tu vois. Il y avait des gars qui prenaient les douches. Tu sais qu'ils sont musulmans. Donc, ils prient, ils se lavent les pieds. Il y avait donc un gars bien n'avait pas la morphologie d'un Nigérian. Il avait la morphologie de nous, la Congolais, Camerounais. Il était à côté, il prenait sa douche.
Et en fait, il nous a regardé parce qu'on avait vraiment la tête d'étranger et on avait l'air perdu. Ça, mais on marchait, on évitait les gens. Tu vois, on avait un comportement étrange. On était très nerveux. Le gars, donc, on était assis. Il nous demande, c'est comment les gars? Vous allez bien? Premièrement, on dit, hey, celui-ci, là, l'accent camerounais, là. Mais que 8 grammes. Mais que, ah, petit gars. Il dit que venez. C'est comment? Il y a quoi? Vous avez un problème? Que 8 grammes, on a un problème. Il y a quoi? Quand on est en train de chercher le bus là, on veut aller en Algérie, quelque chose comme ça. Le gars dit, OK, vous avez combien? On commence à se regarder, on dit que voilà, on a ceci. Et l'argent, et c'est là donc que un autre personnage très, très important entre en jeu. Je vais donner son surnom ici parce que c'est un aîné qui m'a vraiment marqué. Son surnom, en fait, on l'appelle Pacino. Donc, Pacino, c'est un nom que ma promotion, tous ceux qui ont fait la route, peut-être, je crois, peut-être même 5 ans avant, c'est un gars qui était déjà aguerri dans le passage, Pacino. Paix à son âme s'il est mort, mais que Dieu le bénisse s'il est vivant. Vraiment, c'est un gars, c'est un aîné que le gars a fait de ça son business. Donc, il maîtrisait le trajet Algérie-Niger. Ça, c'était juste son trajet. Donc, le reste, il s'en fout. Il pouvait te prendre de n'importe quel foutu coin de l'Algérie, de Niger, te connecte en Algérie. Et il maîtrisait l'Algérie comme le Cameroun. Donc, Pacino, dont nous prend sous son aile, je suis avec deux autres jeunes garçons. Des adolescents, ils sont peut-être dans la tranche de 19 ans, 16 ans. 19 ans, 16 ans. On arrive donc, on commence dans le voyage avec Pacino. Et c'est là que l'aventure devient encore plus intéressante parce que Pacino aussi, il avait d'autres clients avec lui. Donc, on fait la rencontre aussi d'autres Donc, Camerounais. vous avez fait tout votre trajet du nord Cameroun, du Cameroun jusqu'à Agadez, à Sam et toi. Oui, Sam et moi. Et c'est à Sam et partir moi. d'Agadez maintenant que vous rejoignez d'autres personnes grâce à On Pacino. rejoint voilà, d'autres personnes. Donc, Pacino dont nous prend, on commence à faire dans la connaissance d'autres personnes. Et le voyage devient plus intéressant. Parce que là, maintenant, on est avec des gars qui sont Camerounais, qui connaissent, Et un gars qui est tous c'est mûr. des Camerounais? C'est des Camerounais en majorité. C'est des Camerounais, tous des Camerounais. Je t'assure, on est des Camerounais, femmes comme hommes, on est tous des Camerounais. Ah, donc là, vous rencontrez, vous trouvez même des femmes. Oui, on a trouvé une femme. On a trouvé une femme mariée, musulmane, qui était un peu costaud. Là, tu connais nos femmes avec un bon, bien corpulente là. Maintenant, donc, merde, mon Dieu, on arrive donc, il fallait traverser le Niger et l'Algérie. Je pense que c'était l'étape la plus difficile, vraiment la plus difficile. Donc, parce que Donc, tu le voulais Niger, c'est traverser l'Algérie pour rejoindre le Maroc. le Maroc. Enfin, moi, je ne connaissais pas l'itinéraire, mais c'est OK. Pacino qui avait l'itinéraire. Voilà, c'est Pacino qui connaissait l'itinéraire parce qu'il voulait éviter, à mon avis, il voulait éviter la La Libye. Libye. Voilà, il voulait éviter, voilà. Il avait l'option entre l'Algérie et la Libye. Donc, il a choisi l'Algérie. Maintenant, Pacino, Pacino, sa particularité, c'est que c'est quelqu'un de vraiment chaud, qui t'a permis de donner les ordres. Ah, tais-toi, tu fais comme ça. Petit frère, je n'aime pas ça. Donc, on aimait aussi ça parce que ça nous faisait rire. Il était comme un père. Donc, quand il grondait, tout le monde se tait. Donne-moi l'argent. Il n'a pas ça. Ton argent est fini. Je ne parle plus. Et il a laissé deux personnes. On a vu qui n'avaient pas. Il les a laissés. Et comment je ne suis pas là pour porter vos problèmes. Donc, en fait, il était là pour nous dire que, petit frère, la bise, c'est la bagarre. Tu ne bagarres pas, tu meurs. Lui, il était comme un coach pour dire que ici, là, si tu es là pour pleurer, je te laisse. Donc, c'est comme s'il ne voulait pas quelque chose pour nous alourdir. Il voulait nous confronter à la réalité. Et le Nigeria, c'est un pays le Niger, c'est un pays totalement désertique. On est arrivé à la frontière et toutes les maisons se ressemblent, Philippe. Il n'y a que la terre rouge. Tu ne vois que la terre rouge à perte de vue. On a encore fait un deuxième transfert d'argent au Niger. Mais là-bas, par contre, c'était plus facile parce qu'il fallait payer Pacino. On est alors encore allé à un Western Union. Ma soeur a encore intervenu. Maintenant, dès qu'on paye Pacino, on commence dans le voyage de l'Algérie au Niger où on a trouvé un chauffeur, aussi un pasteur, très bon conducteur. Je ne sais pas s'il s'appelle Abdoulaye ou Abdoul, quelque chose comme ça. Abdoulaye ou Abdoul. Il a un van, par contre, comment on appelle même ça? Les voitures avec, pas coaster, mais c'est un peu ouvert derrière là. C'est ouvert, mais long, où on peut nous parquer. Je t'assure, je ne sais même pas combien on était parqués, superposés les uns sur les autres. Ensuite, parce qu'on va traverser le désert, maintenant, il faut nous couvrir avec les bâches, la poussière et oh putain.
putain de Dieu sait, je dis l'aventure si c'est quelque chose. J'étais déjà dans une situation où moi, je suis athlète. Donc, mon corps était préparé à ça, mais je pensais aux femmes, aux enfants et aux autres qui étaient fragiles, ceux qui avaient peut-être des problèmes de diabète, d'autres d'asthme, d'autres, je dis, de suffocage, certains suffoquent. Je crois même que peut-être certains, je ne sais pas, peut-être. Parce que quand on a voyagé, on a eu une panne. Il fallait que la voiture s'arrête. Je crois que c'était, je ne sais pas ce qu'ils fabriquaient là-bas. On était assis au désert. Heureusement pour nous, il n'y a eu aucun incident. Les gars ont réussi à réparer la voiture et on a traversé. Maintenant, lorsqu'on arrive donc à la frontière Nigeria-Algérie, je crois que c'était à, je crois, Tamara, si j'ai bonne, ça doit être Tamaracet. Essaie de regarder, ça doit être peut-être Tamaracet. Parce que après Tamaracet, je me rappelle bien de Ouchla. Peut-être je me trompe, ça doit être Tamaracet, quelque chose comme ça là. Peut-être c'est Tamaracet. Ou bien c'est. Le nom va me revenir. Et on arrive donc dans cette ville, en Algérie, je crois, Tamaracet. On passe aussi une nuit là-bas maintenant. Pachino nous prend donc après la nuit, il nous amène chez une femme qui vit en Algérie, qui vivait aussi dans cette Taman zone. Elle s'appelle Rasset. Taman Rasset. Taman Taman Rasset. Rasset. Est-ce que je suis exact? Taman Taman Rasset. Rasset. Oui, Taman Voilà. Rasset. Et là, tu es en Taman Algérie. en Algérie. Moi, j'appelle ça Tamaracet. Voilà. Donc, dès que la voiture arrive, je dis, il y a un phare. Quand vous êtes en train d'entrer en Algérie, tu sais que l'Algérie, c'est un grand pays. C'est un pays vraiment, là, vraiment, on est proche de l'Europe. Donc, les mentalités changent. Il y a un phare. Il fallait donc éviter un phare parce que le phare est en train de scanner toute la zone frontalière. Donc, le gars on voyait comment le phare nous suivait avec la voiture. On a dévié le phare et le gars est parti garer dans une espèce, je ne sais pas quoi, de buisson. Et maintenant, son indique qui était en Algérie est venu nous récupérer. Dès qu'il nous récupère maintenant, allez, c'est là qu'on entre dans la ville. Quand le phare est passé, je dis, c'est encore des images qui sont dans ma tête comme à Hollywood. Dès qu'on arrive donc, on passe la nuit dans on appelle ça les ghettos. Voilà, dans un petit ghetto là, il y avait les ghettos camerounais, les ghettos maliens, sénégalais, whatever. Tous les subsahariens là, chacun avait son ghetto. On a demandé voir le ghetto camerounais. Voilà. Lui, Patino connaissait, on allait dans le ghetto camerounais. Voilà maintenant les thèmes des aventuriers dont je veux aussi, peut-être les téléspectateurs comprendront. Le ghetto camerounais, on passe la nuit et on va donc chez maman, une femme qu'on appelle Mamiton. C'est une matriarche aussi qui vit en Algérie. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle héberge les immigrés. Et bon, entre autres, ceux qui restent aussi, je ne sais pas quel est leur sort. Parce que pour les femmes, je suppose que ce n'est pas beau. Parce que soit ils vont se retrouver dans la prostitution, soit, je ne sais pas, tu connais, parce que ce sont des sans-papiers. Donc, moi, on n'était pas là pour... Chacun gérait son sort. Donc, maintenant, je crois, on était à Oran. On était à Oran, à la capitale. Une des capitales de l'Algérie, je crois. On était à Oran, une ville. On était à Oran, une très grande ville. Là, on est à Oran. Maintenant, on est à Oran, on quitte donc de Oran, je crois, et c'est là donc que le voyage, la mission de Patino s'arrête. Il s'arrête à Oran. Il nous dit que, Oh, il OK, vous a amené à Oran, parce que Oran, il c'est. nous a Alors, amené Taman Rasset, c'est Tamaracet au sud au sud de de l'Algérie. l'Algérie. Et Oran, c'est tout au nord, hein, et c'est à la Tout au frontière, nord. c'est à côté du Maroc d'ailleurs. Voilà. Il nous amène maintenant à Oran. C'est une très grande ville. Parce qu'il y a Alger. L'Alger, c'est la grande capitale. Mais maintenant, il y a aussi Oran. Hein, c'est une grande Oui, ville. Oran, c'est une grande ville. Voilà, c'est une grande ville. Il nous amène à Oran. On passe donc le temps à Oran. Voilà, c'est bien. Je crois qu'on a passé 2 jours en même temps. C'était sympa. Donc, on a eu le temps de décompresser la pression. J'ai mangé un bon poulet algérien parce que leur spécialité, ils ont du bon kebab. Donc, on a bouffé, on a repris des forces parce qu'il fallait des forces. Le Niger nous a totalement épuisés. On était morts physiquement. Je crois que j'ai même perdu 3 ou 4 kilos parce que moi, je mangeais presque pas. Donc, ça, mais moi, donc, et Patino nous dit clairement que, OK, petit frère, ma mission est terminée. Si vous voulez en Beng, allez en Beng maintenant. C'est vous débrouillez pour aller en Beng comme vous voulez. Moi, je m'occupe de votre sort. Merde. Je dis, c'était brutal parce qu'on avait fait, regarde la distance, regarde le temps, C'est très long, on avait déjà très créé long. des liens, on Ouais. avait créé des liens et tous nos espoirs reposaient sur Pacino. Parce qu'il Donc, connaissait le chemin. je t'assure, quand Pacino nous dit que, OK, les amis, on se sépare ici,
c'était un choc terrible pour moi. Plus pour moi parce que je disais que, mais si le gars n'est pas là, on fait comment? C'est là donc qu'on est obligé de se remettre à nous-mêmes. Parce que de Oran, il fallait arriver à Oujda. Et Oujda, c'est la frontière entre... Oui, Oujda, c'est la ville, oui, c'est la ville frontalière entre l'Algérie et le Maroc. Donc, dès que vous traversez, si tu vois Oujda, on est déjà au Maroc, hein, on est déjà au Maroc. Mais bon, quand je dis Oujda, c'est qu'il fallait qu'on arrive à Oujda, de Oran à Oujda. Donc, c'était en fait ça l'itinéraire. Mais moi, je ne connaissais pas Oujda parce que je n'étais pas Non, encore du côté Oujda, marocain. c'est pas encore au Maroc, c'est la frontière. C'est pas encore au Maroc. Non, c'est juste Ok, avant. merci beaucoup. Voilà, c'est juste avant. Bon, si c'est en Algérie, je sais pas. Ils ont tué les Algériens, les Marocains, ils ont toujours ce problème frontalier là. Oui, bien Leur sûr. frontière, c'est une zone voie très conflictuelle. Donc, je ne sais pas si c'est au Maroc ou c'est en Algérie. Mais on devait arriver à Oujda. Oujda, donc, dès qu'on est à Oujda, il y a un jeu qui se passe entre la police marocaine et la police algérienne. Quand ils vous récupèrent du côté marocain, si vous venez de l'Algérie, ils vous renvoient en Algérie. Et les soldats algériens, s'ils vous attrapent du côté Algérie, ils vous renvoient encore au Maroc. Donc, tous les immigrés qui étaient entre les deux là, les gars, je dis que c'était le cauchemar. On te tape, on te torture, enfin, on te dissuade de revenir. On te met dans un état où psychologiquement, quand tu penses à repartir de l'autre côté, tu dis que gars, bête, je me suicide ou je rentre moi. Donc, on s'est retrouvé entre les deux. Mais l'avantage avec nous, c'est que c'était la nuit lorsque on a décidé, parce que on a rencontré une fille, je serai obligé de la nommer. C'est une sœur camerounaise qui s'était fait opérer. Elle venait de faire l'opération on appelle ça quoi, l'appendicite. Qui sait, tu sais que les Algériens sont très, très forts en technologie. Ce sont de très grands médecins. Donc, elle s'est fait opérer en Algérie. Et maintenant, c'est son passeur qui nous permet donc de nous connecter de Oran jusqu'à Oujda. Donc, c'est maintenant, voilà donc l'autre personnage qui entre donc, qui nous rejoint. C'était une fille, Marie-Vol. Donc, on est trois Camerounais. Tous les autres, on les a perdus en chemin, je t'assure. Ça pouvait être des raisons. Oh, moi, je ne vous suis pas. Oh, vous pensez que tu connais les Camerounais. Nous, on est champions en ça pour se diviser. Oui, parce que c'est bizarre, parce qu'avec Pachenko, vous étiez tout un groupe. On était un groupe. Et Et, voilà, et lui, il amène tout le groupe à Oran. tout le groupe Et jusqu'à à Oran. partir d'Oran, vous vous divisez. Chacun va de On son se côté. divise. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il y a aussi eu un terrible film, je t'assure, jusque pour qu'on arrive à Oran, se dit, on a traversé des périples impossibles. Et c'est là où je perds même ma ceinture ainière. Parce que je suis malade d'un Philippe. J'ai une ceinture inguinale. Tu peux regarder sur Internet, c'est comme un caleçon. Ça te permet, avec un petit coussin qui te permet de bloquer l'intestin. Donc, quand tu portes ça, ça empêche l'inflammation. Donc, ça empêche l'intestin de passer par le trou inguinal. Ouais. Donc, j'étais malade. Et comment je perds ma ceinture? C'est quand on décide donc, parce que le Kona algérien qui nous conduisait pour nous connecter à Oujda, il nous a laissé à la frontière. Il nous dit, OK, il y a les policiers devant, descendez ici. Vous voyez la petite colline ici. Dès que vous montez, vous traversez, vous allez me trouver de l'autre côté. Et on y a cru, hein. Comme des imbéciles, on descend. Parce que dès qu'on entend police, tu sais que nous, le mot police, il y a une incompatibilité. Dès qu'on a entendu police, tout le monde est descendu. Et c'était la fin. C'était la dernière fois qu'on voit le bâtard là. Lui, il est parti. Sa mission était, il a pris son argent et nous, on est resté au milieu de nulle part. Et à ce moment-là, on avait encore rencontré, parce qu'on a quitté le schéma Miton. Là, je te parle de schéma Miton maintenant pour se connecter à Oujda. Il y avait encore deux grands frères camerounais là que j'ai rencontrés. J'ai oublié leur nom. Et maintenant, je me suis retrouvé d'une manière ou comme une autre, je me suis retrouvé leader. Parce que j'étais courageux, j'étais fort. Ça, mais moi, on avait le courage, on avait la force. Maintenant, il fallait leader aussi. Donc, aguerri donc, en quelques jours d'expérience, aguerri donc, j'ai perdu ma ceinture aînée. Donc, j'avais déjà, je mettais tout, parce que j'étais allé faire pipi et bon, j'étais allé déféquer. Dès que j'ai fini, en remontant mon pantalon, ma ceinture aînée a glissé. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte quand j'étais déjà passé. C'était dans le désert, je ne sais même plus où j'étais. C'est donc, quand on arrive, je dis que merde, ma ceinture aînée, je l'ai perdue. Ok, c'est pas grave. On se connecte donc, on traverse dans ce checkpoint-là. Je dis, c'était Rambo. Là-bas, je te parle de Rambo. Parce qu'on a traversé des montagnes, on se cachait. C'est comme s'il y avait même une prison là où on passait. On a esquivé la police. Il fallait
Et les gars me regardaient directement que merde, le Cassie a le courage. Parce que maintenant, moi, j'étais à la tête. Tous les autres derrière me suivaient. Pourquoi? Juste parce que mes qualités d'athlète me permettaient de prendre les initiatives. Donc, je vais nous épargner de ça. Je reviens à Marivonne. Donc, Marivonne, dans son passeur, qui devait nous prendre de Oran jusqu'à Ouchta, il nous laisse maintenant à la frontière, dans la nuit. Je t'assure, tu connais les femmes. Langa va en aventure. Elle sait qu'elle va en aventure, mais elle a une grosse valise qui est, je ne sais pas, c'est comme si, je sais, elle allait à Roissy Charles de Gaulle. Donc maintenant, Sam et moi, il fallait maintenant qu'en plus d'elle qui est malade, on arrête encore la valise. Bon, moi, en bon samaritain, je suis un gentleman. C'est moi qui portais maintenant la valise avec ma soeur. On commence à marcher. Philippe, je ne sais pas si sur la carte, tu peux voir, il y a un aéroport, un ancien aéroport à la frontière de l'Algérie et le Maroc. Je ne sais pas comment on appelle l'endroit là. Je crois que c'est dans la, il y a une route qui est à peu près, je ne sais pas combien de kilomètres on a marché, peut-être 4 à 5 kilomètres ou 7 kilomètres. Je dis c'est une longue piste, l'ancien aéroport, pour nous connecter maintenant toujours à Oran, hein, toujours à Oran là, pour aller à la frontière et entrer au Maroc. Parce qu'après ça, il faut maintenant prendre le train. Après avoir traversé la frontière, il faut maintenant prendre le train pour aller maintenant à Takadoum, au Maroc, à Takadoum. Parce que c'est là-bas qu'à Takadoum, on nous attendait. Si tu regardes Takadoum, Maroc, la fille, donc, on porte son sac. Et dans la nuit, c'est encore un film. Elle est fatiguée. Oh, on voit même un checkpoint. Elle a peur. Maintenant, il faut, en tout cas, on a eu la patience. On a traversé. Et là-bas, on est tombé sur 2 Marocains. Ils avaient un hôtel. On appelle ça Oran Hôtel. Oran Hôtel, lui. C'est à Ouchta. On passe dans la nuit là-bas. Et le gars il commence à draguer la fille. Oh, je t'aime vraiment, je veux te marier. Enfin, c'était aussi une nuit plaisante, entre autres. Il commence à parler à la sœur. Nous aussi, ça, mais moi, on rigole avec eux. Et il parlait français. Donc, on avait la possibilité de communiquer. Dès qu'on passe dans la nuit, on décide dans le lendemain de prendre le train. Le train pour Ouchta. Le train pour Ouchta. Oui, le train pour Ouchta. Et je ne vais pas dire de conneries, non. Il y a quelque chose d'important que je dois mentionner. Il y a un ghetto camerounais à Ouchta. Merde, j'ai même failli oublier. C'est à côté de l'université. Je crois qu'il y a une université en Algérie, là au Maroc, je ne sais pas quoi. Il y a un ghetto camerounais qui avait une très mauvaise réputation. Et quelqu'un nous a dit, évitez les ghettos camerounais. Faites tout, mais n'allez pas dans les ghettos. Parce que les ghettos, c'est comme une autre société. C'est comme le gouvernement. C'est comme le gouvernement. Vous allez, il y a un chef, il vous dit, vous payez ceci, vous dormez comme ça. Bon, évitez les ghettos parce que c'est les coins de raquettage. Donc, imagine-toi que Philippe, sur mon chemin, je me suis plus fait embêter par mes propres frères que les étrangers. Donc, c'est des Camerounais qui s'organisaient en gang. Donc, quand on est arrivé dans le ghetto, moi, j'ai dit, gars, on était fatigués. On choisissait entre la vie ou la mort. On est donc allé au ghetto. Moi, j'ai dit, je m'en vais au ghetto. J'avais dans mon sac, j'avais mon nunchaku, j'avais mon kimono, j'avais tout, j'avais mon équipement, j'avais mon kimono de karaté, mon nunchaku, etc., ma bouteille d'eau, mes habits, etc. Et j'avais ma bague de fiancée. Parce qu'en partant, symboliquement, je m'étais fiancé. Dans ma nuit, mon départ avec ma copine. Ça, c'était symbolique, on s'était fiancé. Et cette bague, je tenais beaucoup à elle. Donc, on arrive au ghetto. Donc, c'était en journée à part, mais c'était allé faire une mission quelque part. Donc, le ghetto était vide. Ceux qu'on a rencontrés, ils n'avaient pas autorité à dire si on reste ou pas. Donc, ce n'étaient pas les décideurs. Les décideurs n'étaient pas là, ils étaient en mission. Un gouvernement, hein? Ils étaient en mission. Donc, c'était les petits soldats là qui nous ont dit, OK, un nous a dit, OK, allez dans mon bunker. On appelle ça les bunkers. Allez d'abord vous poser là-bas. Maintenant, dès que le chairman arrive, on nous passe au conseil. Il y a un conseil. Le mec est assis, ses soldats sont à côté. Maintenant, il commence à demander, OK, ici, ça se passe comme ça, vous faites ceci, vous nous donnez ceci, la fille, maintenant. Et c'est là qu'il décide, hein. Le gars dit que la fille, on la garde avec nous, et vous, les garçons, vous faites comme ça. C'est là que Sam et moi, on se dit que merde, mon frère, vous n'allez pas prendre la fille quand même. Sérieux. Et voilà, la révolte dans cette flamme, parce que moi, je ne supporte pas ça. Je voulais me battre. C'est là donc que Sam connaissant mon tempérament, parce que moi, j'avais la capacité physique de les neutraliser. Tous, avec mon nunchaku, je les neutralisais tous.
Mais j'ai dit non, je dois me calmer. La fille, elle est partie. Je dis, c'était aussi quelque chose de choquant de voir une fille avec qui est malade, qui est convalescente. Bon Dieu. Les gars la prennent. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'elle. Le chair manager la garde. Ils nous ont envoyé dans un autre bunker. Toute la nuit, donc, on se demande que, mais qu'est-ce qui a se passé à Marivonne? Ils vont la violer. Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle? Pendant qu'on réfléchit, il y a un toka qui a eu l'information qu'il y a deux nouveaux qui est arrivé. Le gars arrive dans notre, un gars Bassa, je me rappelle très bien, il arrive dans notre bunker, il ouvre la porte. Il dit, où sont les nouveaux là? Il avait un couteau. Sam et moi, on se calme d'abord. Il dit, vous savez quoi? Vous savez quoi? Ouvrez vos sacs, ouvrez vos sacs. On ouvre nos sacs. Je ouvre mon sac calmement. Je dis, ok, gars, calme-toi, calme-toi. On n'a rien, on n'a pas d'argent. Okay, vous avez quoi? Vous avez quoi? Les téléphones? On dit que voilà ce qu'on a. Le gars, il a fini de tout prendre. Il nous a tout dépouillé, mes beaux jeans, etc. Il a tout pris, les chaussures, les parfums, il a tout pris. Maintenant, ma bague, je ne sais pas par quelle magie, le toka a vu ma bague. Il me dit que la bague, là, je la veux. Je lui dis que mon frère, la bague, c'est symbolique. C'est pour ma... Toi-même, tu vois, c'est une bague qui n'est pas là pour fan. C'est une bague de fiançailles. Est-ce que je peux la garder? Tout le monde s'est dit donc, tu crois que tu as un bain ici, là? Voilà ce qu'il m'a dit. Tu crois que tu as un bain ici? Tu crois que tu as un bon voyage? Le gars retire ma bague. C'est aussi l'une des deuxièmes fois où j'ai vraiment eu envie de sortir de moi. Mais c'était ma vie qui en dépendait. J'ai évalué le risque et dit que ça ne sert à rien. Je lui ai donné ma part. Donc, le gars sort donc, étant très content. Voilà, sa raquette s'est bien passée. Le lendemain, donc, on n'avait plus rien, Philippe. On n'avait plus d'argent, on a tout donné, on n'avait plus rien. Maintenant, il fallait à nouveau contacter notre soeur. Maintenant, on réussit à contacter notre soeur, donc, qui nous envoie Vous un avez peu laissé la fille d'argent. là-bas? Et on a laissé. Là, c'était, on paie Marivonne. On la paie en Algérie. Là, on a décidé, voilà, c'était difficile, mais il fallait partir. Maintenant, donc, Quelle a été sa réaction quand ils ont dit qu'ils la gardaient? naturellement, elle était choquée. Mais tout ce qu'on lui disait, c'est que calme-toi, mais bon, ça va aller, calme-toi. On est là, on est ensemble, ne t'inquiète pas. Sur le coup, parce que déjà mon état, j'étais en colère, Philippe. Je ne voulais plus réfléchir. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder dans quel état elle était. Mais je la voyais partir avec les gars. Mais je me disais qu'il faut faire quelque chose. Ensuite, ça m'a désamorcé. Parce que si Sam commençait le combat, moi, j'entrais directement. Mais Sam, il est balèze. Donc, son apparence dissuadait quiconque pouvait tenter quoi que ce soit. Donc, je savais que j'avais un allié autour de moi, à côté de moi. On décide donc de prendre maintenant le train pour nous connecter à Takadoum. C'est comme ça donc on quitte Oran jusqu'à Takadoum au Maroc. Et Takadoum, c'est une très dangereuse banlieue au Maroc. Si tu peux regarder, c'est un des endroits l'un des endroits les plus chauds, une banlieue très, très chaude au Maroc. Et c'est aussi l'endroit où il y a le plus d'immigrés, sénégalais, maliens, camerounais, ivoiriens, etc., etc. Nous sommes donc arrivés et c'est là donc que deux autres personnages entrent en scène. Le frère de Sam, son frère, son petit frère, il était là-bas avec un autre Camerounais. Ils nous accueillent donc et je veux aussi leur passer mon bonjour à travers cette émission et mes remerciements parce que vraiment sans eux, on est arrivé, on n'avait pas d'hébergement. Ils nous ont aussi donné encore une opportunité de vivre parce qu'ils nous ont pris dans la nuit très tard, je crois, on était déjà en décembre. On était, non, désolé, on n'était pas encore en décembre. Bon, c'était la nuit, et je raconte les conneries, c'était la nuit. Donc, on arrive, d'abord, les gars nous prennent, ils nous font dormir. Et c'est là donc que ma plus longue période, depuis que je suis parti, parce que j'ai passé j'ai passé un bon bout de temps au Maroc, je crois, parce que je me suis établi au Maroc. On passe dans la nuit. Maintenant, les conditions, Vous c'était avez quoi? mis C'est à que peu près combien de temps entre votre départ et l'arrivée au Maroc? on a fait moins, pour être honnête, on a fait moins d'une semaine. On a fait Oh, moins ça a été d'une semaine. vraiment voyage sur voyage, en fait. Ça a été speed. Nous, on perdait, non, oui, on n'a pas traîné. Ça a OK. été moins d'une semaine. Si j'ai très bonne mémoire. Et arrivé à Maintenant, dès qu'on Takadoum, là, vous vous êtes installé. on s'est installé dans notre communauté avec des Camerounais, maintenant, bon, on vivait
Tu vois, au Maroc, tu peux travailler, tu peux faire tous les sales petits boulots des pays maghrébins là. Et c'est là qu'on découvre donc vraiment le Maghreb, leur mentalité, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les opportunités. Pour être honnête, en tant qu'immigré, parce que je regardais la condition des autres là-bas et mon potentiel d'athlète, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Parce qu'il y a un autre personnage que je veux mentionner. C'est un frère camerounais professionnel, footballeur, je vais le nommer, un grand frère camerounais, Pipi, on l'appelle Pipi Ndame. Il s'appelle Ndame. C'est un professionnel, il jouait dans une équipe professionnelle au Maroc. J'ai eu son contact. Parce que lorsque je suis arrivé, moi, je communiquais avec ma soeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on essayait de faire? C'est qu'il y a quelqu'un qui nous donnait des informations que le gars, il y a un gars Douala, la Pipi, parce que moi, je suis Douala. Donc, ils m'ont connecté, ils m'ont dit que, ils m'ont donné son adresse, car il habite là-bas, il habite à Agdal. Il habite à Agdal. Donc, voilà, il a une résidence là-bas et tout. Bon, j'avais son numéro dans un coin de la tête. Maintenant, je me suis dit, ah, je vais d'abord moi-même. Tu sais que moi, déjà, je n'aime pas me fier aux autres parce qu'on s'était déjà fait abuser. Donc, je ne voulais pas faire partie de. J'ai donc commencé à sortir, à essayer de m'établir, voir quelles sont les opportunités. Est-ce qu'il y avait une salle de sport où on fait du karaté ou du kickboxing? Parce que c'est naturellement ce qui m'est venu dans la tête. C'est là donc que je quitte de Takadoum un jour. Je me rends à Rabat. C'est peut-être Takadoum, c'est peut-être en vélo, c'est peut-être 40 minutes maximum. Je me rends à Rabat, la capitale même, Rabat, la capitale. Parce qu'il y a Agdal, je crois Agdal et Rabat, Rabat-ville, Rabat centre-ville. Dès que je suis dans Rabat, j'arrive, je vois un club, il y avait un club, le club Royal. Tu peux taper Royal Agdal. Club, c'est quoi? C'est Kickboxing Club Royal. Donc, voilà, je me rends donc dans ce club la première fois. J'arrive, je vois les gars s'entraîner. Bon, c'était familier, la sueur, le bruit des paos, les gars qui crient. J'étais dans mon élément. C'est là donc que j'ai le plaisir de rencontrer déjà le maître, il était là. Maître, il y avait le maître de taekwondo et un autre, Hichem. Il y avait Hichem et il y avait Abdul. Voilà, Hichem, Abdul. Je fais leur rencontre. Ils m'introduisent, ils me présentent, voilà, je me présente, voilà, je suis karatéka, ceci, est-ce que je peux m'entraîner, comment ça se passe? Ils m'ont fait donc, voilà, ils m'ont expliqué, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont dit, voilà, ça se passe comme ça, tu peux t'entraîner, qu'est-ce que tu connais? J'ai commencé à parler de moi, je suis champion. Ils disent, wow, tu es champion? Je dis, oui. Et j'avais les photos avec moi. Donc, je leur ai montré mes photos de ma dernière compétition au championnat d'Afrique en 2011. Je leur ai montré vice-champion. Ils ont dit, waouh! Et j'étais avec un arbitre égyptien qui est fameux. Et ils l'ont donc reconnu. Donc, c'est ça qui a fait, qui m'a crédibilisé dans ce que je disais. Ils m'ont donc intégré. Ils m'ont intégré. Ils ont dit, OK, voilà, on peut te permettre de t'entraîner. Le lendemain, donc, j'ai fait ma première séance d'entraînement et j'ai rencontré Madame Rachida, à qui je veux transmettre mon bonjour très chaleureux et toute mon amitié parce que c'est cette femme qui a changé ma vie au Maroc. C'est elle qui m'a donné, pas la vie, le côté obscur de ce qu'un immigré peut vivre. Donc, elle m'a aussi fait voir vraiment le plus beau côté du Maroc. Parce qu'elle m'a prise comme son enfant, elle m'a intégré dans sa famille. Elle a une magnifique famille de 2 garçons. Elle vit avec son mari et elle a une vie vraiment assez décente. Elle m'a donné un job. Elle m'a donné, j'avais un endroit où je vivais et je pouvais entraîner. J'avais un peu d'argent de poche, donc je ne vivais plus comme un immigré. Ça, c'était mon apport personnel. Ça, c'est Ce à que j'ai Rabat, trouvé. hein. Ça, c'est à Rabat. Voilà. Ça, c'est mon apport personnel d'après mon effort, d'après mon background. Maintenant, parlant de mon frère Pipin Damer, que je veux aussi, voilà, je veux aussi vraiment mentionner parce ils font partie des pièces maîtresses de mon histoire. Pipin Damer, c'est un frère qui a hébergé beaucoup de Camerounais. Pour tous ceux qui le connaissent, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes là-bas qui peuvent faire des témoignages. En même temps que moi, que Pipin Damé, sans lui, beaucoup de Camerounais n'auraient pas survécu au Maroc. C'est un frère d'une très grande générosité. Vraiment, pour moi, Pipin Damé, c'est l'une des meilleures personnes que j'ai pu rencontrer au Maroc. Je voudrais qu'il le sache. Je voudrais en passant passer le bonjour à sa famille, à son petit frère que j'aime beaucoup et tous ses proches. Vraiment, sans lui, il avait une belle maison.
Parce que quand j'ai fait sa rencontre, je lui ai raconté mon parcours. Le gars me dit que Amoto, Amo, comme au pays, Amoto, Gila. Donc, lui, il n'arrivait pas à imaginer que, merde, petit du Congo, tu as traversé tout. Bon, pour moi, maintenant, pour lui, j'étais aussi un Sangoku. Le gars m'appelait Sangoku. Amoto Sangoku, nous. Donc, il était aussi très content. Je ne sais pas ce qui se passe, mais l'image est figée. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On a peut-être un problème de connexion avec Moni et l'image est figée. Bon. Ok, super, tu es revenu. L'image était figée. Ok. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tu Ok, m'entends aussi? super. Oui, c'est bon. Donc, en fait, tu rencontres Moni. Il faut qu'on accélère un peu pour rester dans le Ouais. temps. Donc, tu rencontres Moni, qui t'accueille et qui a aidé beaucoup de gens. Donc, j'ai bien compris que finalement, tu t'installes au Maroc. Mais qu'est-ce qui fait que tu finisses par partir et comment est-ce que ça se fait ce départ? La brutale réalité de vivre en Afrique déjà et puis encore être noir dans un pays arabe. C'est pas que les Arabes, les Maghrébins à majorité sont méchants, mais c'est qu'ils ont une mauvaise idée d'eux-mêmes et une mauvaise idée des autres. Donc, eux, ils se prennent pour des Européens parce que tout le temps, après être confronté à eux, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir un meilleur avenir tant que je suis en Afrique. Donc, je ne pouvais pas, c'était impossible. Donc, il y avait toujours cette barrière mentale qui fait que eux, ils nous voyaient toujours comme des Africains parce qu'ils nous appelaient Africains, Africa. Donc, eux, ils ne s'appelaient pas Africains. Ce déclic est parti dans ma tête. J'ai décidé que je devais quitter le Maroc. Mais je t'assure, je m'étais établi. J'avais une bonne vie. Je faisais le sport. J'avais de bonnes relations. Je ne vivais pas la misère au Maroc. Ça, c'est Et sûr. ta hernie, ça se passait comment? Tu as pu te soigner là-bas? J'ai eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter une autre ceinture aînée au Maroc. Ok. Mais j'étais toujours malade. Donc, j'ai même fait une compétition au Maroc avec mon club. Et au niveau de la demi-finale, ils m'ont disqualifié parce qu'ils disaient que j'étais trop fort et j'étais en surpoids. Donc, ils m'ont disqualifié pour des raisons par la personnelle. J'ai perdu, mais mon diplôme, il est là. Je t'enverrai peut-être les photos pour compléter l'interview. Et après, donc, je décide donc de partir parce que dans ma tête, c'était pas possible. Je sais, l'ignorance, parce que quand je dis racisme là, même pour moi, c'est les expressions que j'aime pas. Le degré d'ignorance faisait en sorte que je ne pouvais pas continuer. J'étais exposé à notre réalité, nous les subsahariens, que les autres ne nous aiment pas. Tu l'as dit dans plusieurs de tes émissions et il faut être clair avec ça. Je veux encore mettre l'emphase dessus, ils ne nous aiment pas. Mais ça a été aussi une grosse déception pour Madame Rachida parce que le jour où je partais, je ne lui ai pas dit. Donc, ça a été la surprise totale. Lorsque j'ai quitté le club une nuit, j'ai décidé d'aller en forêt. Maintenant, la frontière que j'ai choisie, c'est Nador. Si tu regardes la ville de Nador au Maroc, la frontière de Nador, tu peux taper Nador, c'est aussi la frontière. Et Nador, il y a Nador. Nador, c'est pour la barrière, comme on appelle ça. Nous, on appelle Nador, c'est pour la frontière terrestre. Maintenant, quand tu regardes Tanger, Tanger, c'est l'eau. Quand tu regardes Tanger, c'est la mer, c'est l'océan. Tous ceux qui disent l'océan, le Maroc, ils sont passés par Tanger. Tanger. Maintenant, Nador, comme on dit, c'était pour les guerriers. Quand tu n'es pas fort, on te dit ça, quand tu n'es pas fort, ne va pas à Nador. Donc, Sam et moi, conjointement, on est arrivé donc à la frontière de Nador parce que je veux écouter. On arrive donc à Nador, on trouve encore une très forte communauté de Camerounais là-bas. Et maintenant, il y avait encore, comme je dis, il y avait la communauté, maintenant on appelle ça des communautés, il y avait la communauté malienne, la communauté camerounaise. On était les deux majeures communautés. Il y avait les Ivoiriens aussi, les Sénégalais. Mais ceux qui avaient un peu plus d'affinité là, tu vois, les Maliens, les Sénégalais, tu vois, ils étaient plus en communauté parce qu'ils ont un peu culturellement, ils ont des affinités, ils sont musulmans, etc., etc. Et nous, donc, Camerounais, Ivoiriens, tout ce que tu connais, Congolais, là, accidentellement, les Congolais, on avait donc notre ghetto. Certains Congolais s'infiltraient, disent qu'ils sont Camerounais, mais nous, on savait, dans leur accent, on savait que, gars, tu n'es pas Camerounais. Mais les Ivoiriens, on les prenait sur notre ghetto. Donc, les Camerounais se sont imposés dans Anador, une forte communauté. Mais le problème, c'est que
s'imposer par quoi? Par la violence. Parce que le plus fort règne. Le chairman, comme on appelle le chairman. Le chairman, c'est le plus fort. C'est celui qui a premièrement plus d'expérience. Je ne vais pas dire de connaître, c'est celui qui a passé plus d'années sur le terrain. Donc, voilà, il s'autoproclame, on le consacre chairman. Donc, c'est lui maintenant qui s'occupe des opérations de frappe. On appelle la frappe, c'est que, tu vois, comme tu vois, la masse, là, on court en masse, on va sauter la barrière. C'est ça les frappes, on appelle ça la frappe. Maintenant, Ah, ok. comme c'est hiérarchisé, la frappe, donc, comme c'est donc hiérarchisé, il y a des petits agents, il y a des petits, on les appelle les guetteurs, il y a les soldats. Donc, quand on est arrivé, donc, il fallait qu'on passe aux échelons. J'étais d'abord plusieurs d'eau, parce que tous les nouveaux, là, on vous envoie, allez, plusieurs d'eau, tous les corvées, là, c'est vous qui faites. Et là-bas, Mais là, tu avais là-dedans, pu, de ton séjour à Rabat, tu avais pu te constituer une certaine épargne quand même financière, puisque tu bossais là-bas, ou tu es reparti sans rien. non, je suivais. C'était, parce que quand je dis 50 dirhams, c'est 5 euros. Donc, c'est ça que j'avais. J'avais 100 euros par semaine. Donc, je ne pouvais vraiment pas faire un gros capital. Et je ne suis que sportif. Donc, j'entraînais 1 heure, 2 heures, soit les enfants, soit les adolescents. Donc, ça ne me faisait pas un gros paquet. Mais l'avantage que j'avais, j'étais logé, j'étais nourri. Je pouvais dormir à tout moment, que ce soit chez Pipi, que ce soit chez Madame Rachida. Donc, j'étais bien. Mais je Ok. n'avais pas assez d'argent. Ok. Donc, c'était juste Voilà. pour clarifier ce point. Ok. Donc, je Et décide comment vous donc. faites donc pour partir de Nador? Et de Nador, oui, voilà, comment vous faites pour partir de là? Maintenant, c'est là donc que le film commence. Parce qu'à Nador, il y a eu une nuit, on dormait et il se préparait une frappe. Et la frappe, donc, les gars ont décidé de ne pas nous informer. Nous, dans notre bunker, on n'était pas informés qu'il y allait avoir la frappe cette nuit-là. Maintenant, on se réveille. Je me réveille donc en pleine nuit. Je me rends compte que, merde, toute la forêt est vide. Les tentes sont vides. Je dis que, merde, ça, c'est encore quel bordel, ça. On commence à marcher, ça, mais moi, oh, regarde, on appelle, je dis c'est vite, tous les gars étaient partis à la frontière, ils nous ont laissés. Mais enfin, ils ont laissé ceux qu'ils ont voulu laisser, mais ceux qui savaient les ont suivis. Ils sont donc partis. Les gars, leur énième tentative. Et malheureusement, on a arrêté le Tchémo, on a arrêté la majorité d'entre eux. Imagine, c'était une vague de plus de 400 personnes. 400 personnes, on les a tous arrêtés. Je ne sais pas combien. Même le Tchémo, on les a tous arrêtés. C'est là donc qu'on quitte de notre point là où on était. Il y avait une autre forêt parce que le leadership était entre les gars Bassa qui avaient leur petit coin à côté. J'ai oublié le nom de l'endroit. C'était, bon, l'endroit où on vivait, c'était la montagne de Gourougou. Les Marocains appellent ça la montagne maudite. Gourougou, je ne sais pas, c'est Gorogo. C'est la montagne de Goroko, exactement là où on était. Donc, on est donc allé dans la communauté Bassa qui avait un autre ghetto. Je connais plus, je ne me rappelle plus un endroit, ça va me revenir. C'est là donc qu'on se fait intégrer. Et on décide donc de faire aussi notre plan d'assaut pour partir. Je fais donc la connaissance d'un ami aussi à moi, un bon frère, un bon ami, un jeune Guinéen qui est en France aujourd'hui, très bien portant. Célestin, mon ami Célestin, on décide donc de réfléchir comment on va partir. Et notre plan d'action, c'était quoi? Il fallait faire des échelles. Il fallait construire des échelles, Philippe. On n'avait il n'y avait aucun matériel. On ne pouvait pas aller acheter les outils. On était obligé de faire quoi? Couper les arbres. Donc, on a fabriqué 9 échelles avec des arbres, nous-mêmes. Donc, j'étais le leader, Sam et moi. On a fabriqué des échelles. On a coupé des arbres. On utilisait tu connais la sardine là, quand tu ouvres la sardine, tu sais que le couvercle est très tranchant. C'est avec ça qu'on épluchait les arbres, etc. Avec des jeans, on attachait, on rafistolait. Tout ce qu'on trouvait là, on a trouvé le matin, on a fabriqué 9 échelles. Maintenant, la nuit de notre assaut, le Tchémo de l'autre côté a su que nous, on avait les échelles. Maintenant, c'est nous qui étions en position de force. Il fallait qu'il vienne négocier avec nous que, gars, votre plan là, nous, on veut adhérer. Donc, d'une manière involontaire aussi, on s'est retrouvé un peu leader. Donc, on a grimpé d'échelon. Donc, maintenant, l'assaut dépendait de nous. Donc, la masse qui était à peu près, et les Maliens, c'était minimum 1000 personnes. Donc, imagine combien on était. C'était minimum 1000 Maliens. 1000. Je parle de mes frères maliens, ils m'entendent. On les appelait Walking Dead. Donc, eux, c'était les zombies. Donc, ça veut dire que nous, on se servait des Maliens comme chez Akanon. Ça veut dire
Quand eux, ils frappent, on sait qu'automatiquement, la barrière va céder. Parce que, premièrement, ils sont nombreux et ils sont courageux. On les, les Malikas. On sait que quand on frappe avec eux, non, rien que pour l'effectif, il y a au moins 500 qui vont entrer en Europe. Donc, on attendait aussi que les Maliens se décident pour aller avec eux. Mais le problème, c'est que dans la nuit, les gars, ça, étaient fatigués, ils étaient fâchés. Ils étaient déçus de ce que le Tchéman leur ont fait. Donc, ils voulaient partir. On a donc décidé de partir. On arrive donc à la frontière et c'est là que l'épisode aussi très difficile où je me sépare de Sam arrive. Parce que lorsque je mets mon échelle à la frontière, on réussit à poser mon échelle. J'ai réussi à poser mon échelle. Comme je te disais, il y avait une fille derrière moi, une bassa. Parce qu'on a donné l'assaut, hein, parce qu'on arrive à la frontière, il y a les militaires qui sont là. Les gars nous attendent. Le premier qui voit, il commence à siffler là, quoi, ça fait du bruit. Maintenant, ils allument les phares et ça prend à peu près 5 minutes. Les phares, les autres commencent à sortir, ceux qui dormaient s'habillent parce qu'on attend la période du ramadan. Quand ils prient, ils sont fatigués, ils sont essoufflés. Donc là, on essaie d'aller frapper, on tente notre chance. Donc, on est donc allé, dès qu'on a posé mon échelle, l'échelle de Sam, d'après ce qu'il m'a dit après, son échelle s'est cassée. Donc, en grimpant, le poids des autres ont cassé l'échelle. Donc, ils étaient trop nombreux, l'échelle s'est cassée. Et ça l'a retardé, n'a pas pu regrimper après. Moi, heureusement, il n'y avait que quelques... Enfin, j'étais trop bon. Je suis athlétique, donc moi, j'ai rapidement grimpé. Et la fille qui était derrière moi, qui portait l'échelle, parce qu'on a donné l'assaut, les garçons, ils ont fui, la fille est restée. Parce que moi, j'étais devant avec l'échelle. Et je me suis rendu compte que de l'échelle qui était légère, je me tourne, je vois que tous les gars ont disparu. Et c'est la fille qui est avec moi qui m'a aidé à porter l'échelle jusqu'à la barrière. Et l'injustice, c'est que dès qu'elle n'a réussi à porter l'échelle, les salopards qui avaient fui ont vu que mon échelle, ils sont venus, ils ont bousculé la fille. Et c'est comme ça que la fille n'a pas pu grimper. Elle est restée et eux, ils ont traversé. Mais comme la justice de la vie est ce qu'elle est, parce qu'il y a 3 barrières, il a 7 mètres de haut. Il y a la deuxième qui est un peu plus haute et il y a la troisième. Donc, il faut faire ces 3 barrières à moins de 3 minutes. Donc, j'ai sauté la première en moins de 3 minutes parce que la lettre 3 minutes, la police marocaine vient et la Guardia civile espagnole vient de l'autre côté. Donc, vous êtes nasté. Vous êtes entre la police marocaine et la police, comment on dit, espagnole. Espagnol. Voilà, qui est à Melilla, parce que Melilla, c'est une péninsule marocaine qui appartient à l'Espagne. C'est une petite terre qui appartient. Quand tu tapes Melilla, M-E-2-L-I-L-A, Melilla. Donc, c'est la Guardia civile est là. Donc, en quelques secondes, les gars sont là, ils vous bloquent. Donc, vous avez 3 minutes pour traverser, Philippe. C'est là donc que j'ai réussi à, par la grâce, je ne sais pas, d'un ange qui m'a parlé. Je regarde à ma droite, je vois qu'un côté du grillage est déchiré. Et il y avait un gars qui essayait de couper pour laisser une très grande ouverture pour qu'on puisse passer. Je suis donc venu l'aider. On était 2 à la base. On a déchiré dans la grille. C'est comme ça qu'on passe à travers la grille. Et j'avais mon sac. Lorsque je me tourne, je vois mon frère Sam. Il est encore au premier grillage. La police l'a déjà arrêté. Je me dis, mon Dieu, je ne peux pas rentrer, je ne peux rien faire. Il me dit, Pétas, parce qu'il m'appelle, il me dit, Pétas, retire ton sac, retire ton sac. Parce que mon sac était coincé entre la barrière, entre le grillage. Donc, mon sac m'empêchait de traverser, mon sac à dos. C'était retenu. À la grille, là-bas, retenait mon sac. Et pourquoi je ne voulais pas retirer mon sac? Il y avait ma Bible à l'intérieur. Et c'est donc comme ça que je me sépare aussi de ces religions de merde-là. Je ne sais pas, peut-être c'était un coup du sort. Dès que je retire mon sac et ma Bible tombe et c'est là que je traverse la barrière. Dès que je traverse dans la deuxième barrière, la troisième barrière, je saute. La Guardia civile venait à peine de garer leur voiture. Donc, mais il y avait des vieux, c'était pas des jeunes. Donc, quand j'ai sauté, j'atterris sur mes 2 jambes comme un chat. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je vois qu'eux-mêmes, ils ont peur. Donc, ils font le bruit. Bon, mais ils m'ont laissé une petite ouverture. Je suis donc passé en courant. C'est comme ça que je me trouve à Melilla. Je traverse la barrière, je me trouve à l'Europe. Donc, pendant qu'on court, tu sais, comme c'est une petite ville, il y a des habitants à côté. Quand tu traverses dans cette zone, il y a des villes. Je me suis retrouvé dans une sorte de ville. Il y a des villes. Il y a des gens qui sont éveillés, ils vous voient. Il y a des Marocains, les Espagnols marocains qui vivent là, ils vous voient, ils vous applaudissent, ils crient Boza, Boza, Boza. Et ils commencent à vous indiquer non, vas-y, la police est là, ne va pas la cache-toi là-bas. Donc, c'est là donc que je me retrouve à Melilla. Et voilà, je me retrouve à Melilla avec quelques Camerounais, beaucoup, enfin on était 9 qui avons réussi à franchir, on n'était que 9 en totalité. Donc parmi les 9,
Donc, Sam n'était pas parmi, malheureusement, et c'est la dernière fois que j'ai vu Sam. Jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà de 2014 jusqu'à 2020, j'ai plus vu Sam physiquement. Mais il va bien. Tu as eu de ces nouvelles? Non, il va bien. Il va bien. Sam va bien. Et j'ai aussi oublié de parler de la sœur parce qu'elle est vivante. Donc, on l'a retrouvée aussi au Maroc. La Elle allait sœur qui bien. tenait l'échelle? Non, la sœur qu'on a récupérée à Oran, si tu te rappelles, à Oujda, Ah, en Algérie. celle qui était partie un soir. Ok. Oui, oui. On l'a retrouvée. Elle va bien aujourd'hui. Elle est Elle où? vivait bien. Je crois qu'elle est en France Ok, parce qu'elle ok. avait de la famille en France. Elle va bien. Donc, je me retrouve de l'autre côté et il y a un centre réfugié qu'on appelle le CETI. C-I-T, CETI. Je crois C-E-T-I, quelque chose comme ça là. C'est Campo de Temporale, de la blablabla, des immigrés, le CETI. Si tu tapes Méli, la CETI, tu vas voir, ça va s'afficher. Donc, CETI, c'est juste le cycle, mais ça veut dire, c'est quelque chose en espagnol qui veut dire Centre de rétention temporaire des immigrés, quelque chose comme ça, en espagnol. CETI. C'est là-bas, donc, tu peux même voir ça sur Internet. Alors, il faut préciser un élément très important. Parce que Melilla dont tu parles, qui est une ville espagnole, est située sur le continent africain, Sur le continent africain, mais qui est propriété de l'Espagne. C'est très important de comprendre ça parce très. qu'effectivement, quand tu dis qu'on traverse à pied, il faut bien que les gens comprennent que entre l'Afrique et l'Espagne, normalement, il faut, enfin, mais pas normalement, la frontière est maritime. C'est pour ça que beaucoup de gens vont à Oran, parce que justement, de là, ils peuvent passer par les bateaux. Par contre, il y a la possibilité, effectivement, de passer à pied, mais c'est parce que le Maroc a une ville, enfin, il y a une ville dans le Maroc que l'Espagne revendique, qui s'appelle Melilla, justement, et qui permet de traverser à pied. Et donc, une fois que tu es on considère que tu es dans le territoire espagnol, tu peux rejoindre l'Espagne de l'autre côté par la mer sans problème. OK. Donc, c'est important parce que, comme tu dis, c'est important. Parce que la frontière terrestre, je suis toujours en Afrique, mais les lois changent. Les lois, Oui. puisque c'est une propriété européenne, les lois changent. Donc, c'est plus la même mentalité. Les droits de l'homme sont respectés. J'ai fait ma carte d'immigré. À partir de ce moment, j'étais maintenant sous la responsabilité du centre de détention des immigrés. Donc, dès que je suis arrivé là-bas, il y a une procédure. Pour ceux qui ont une bonne conduite, tout ton séjour là-bas, tu as une durée assez courte. Ça peut être 3 mois. Ensuite, on te donne maintenant ton taquita. Non, ton taquita. Ton taquita, c'est ta carte qui te permet de salir, comme on dit. Traverser, Salir. oui. Traverser, voilà, traverser, salir, taquita. Donc, moi, j'ai eu mon taquita pour bonne conduite. Donc, j'ai passé 3 mois ou 4 mois environ à Melilla, où j'ai fait plein de rencontres. Je vais épouser pareil. J'ai fait plein de rencontres, bonnes comme mauvaises. Et j'ai donc réussi maintenant parce qu'on traverse en ferry. Il y a un grand bateau qui vient nous chercher. Ça nous prend par vague. Ça prend par vague et ça nous connecte. Donc, c'est comme ça donc, que je rejoins l'Espagne par ce bateau. Dès que j'arrive donc en Espagne, on nous a envoyé dans une ONG qui nous a aussi hébergés. Je crois que c'était à Barcelone. Je sais peut-être Barcelone, je crois. Barcelone ou. Bon, je ne veux pas dire de conneries, je ne connais pas bien les villes, mais j'étais en Espagne déjà. Maintenant, l'aéroport de Madrid, une fois que l'ONG nous a récupérés, je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-bas, mais mon séjour était déjà agréable parce que j'étais comme dans tous les autres centres de réfugiés d'Europe. Vous avez une certaine vie, vous avez une vie sociale, vous pouvez travailler, vous faites ce que vous voulez, vous êtes nourri, logé, soigné. Donc à ce niveau-là, j'étais déjà épargné de certains sévices lorsque tu n'as encore rien, lorsque tu es dans la rue. Et ils vous demandent donc, est-ce que vous avez des contacts en Europe? C'est l'ONG qui vous demande. Est-ce que vous avez des contacts en Europe? Pourquoi ils le font? Parce que l'ONU verse un certain montant par jour et par tête pour s'occuper de vous, par immigrés. Parce qu'il faut aussi qu'on comprenne très bien la mafia qui se passe dans ces ONG. Bon, maintenant, qu'est-ce que ces ONG font? C'est que ton argent, plus ils te gardent longtemps, plus ils dépensent sur toi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils veulent vous faire partir le plus longtemps possible pour amasser le plus d'argent possible par tête. Il faut bien comprendre. Parce que
Et c'est comme ça, pareil, jusqu'ici. Parce que ce n'est pas les États qui disent que non, quand tu es en France, c'est la France qui paie. Non, c'est l'ONU. C'est, comment on appelle ça? C'est l'Union européenne. Voilà, je crois. L'Union européenne qui paye pour les immigrés par tête. Parce que c'est une loi pour les immigrés. Donc, ils nous demandaient, est-ce que vous avez des contacts en Europe, que ce soit en France? Ils ont donné une grille de pays. Ce n'est pas tout l'euro, mais ils ont donné une grille de pays donc, dans laquelle il y avait la France. Donc, moi, j'ai donc dit, voilà, effectivement, j'ai de la famille en France. Et voilà, j'ai donné le numéro de ma tante, etc. Et voilà, ils ont donc contacté ma tante pour confirmer que ce que je dis est vrai. Dès que tu confirmes, donc maintenant, ils te donnent de l'argent, ils te donnent 450 euros, je crois, et ils te payent ton ticket. Mais voici ce qu'ils te disent. Il faut qu'on sorte. Ils te disent que, OK, monsieur Pierre, à partir de maintenant, dès que tu quittes d'ici, tu prends le bus qui va te connecter dans ton pays parce qu'il y a les bus. L'Espagne et la France, il y a le bus pour aller à. Il y a le bus à Madrid pour aller en Europe. Par Lyon. Quand tu regardes les villes frontalières, regarde Lyon par exemple. Quand tu regardes Lyon, c'est frontalier à l'Espagne, je crois. Lyon. Quand tu regardes Lyon, si je suis sûr. Parce que je Non, suis passé par Lyon. Lyon est plus dedans quand même. Lyon, Oui. regarde, ok, si c'est Enfin, il y pas a d'autres Lyon, villes, quoi. Il y a d'autres il y a villes, en tout d'autres cas. villes frontalières. Bon, je suis passé par l'une de ces villes-là, je sais pas, je suis passé par l'une de ces villes pour arriver jusqu'à Paris. Mais ils te disent qu'une fois que tu es dans le bus, si la police t'arrête, eux, ils ne sont plus garants de toi. Donc, si la police t'arrête, tu es dans l'illégalité. Donc, ce n'est pas comme s'ils vont ils vont te renvoyer encore là où tu étais. Donc, ils se débarrassent de toi. Donc, pour eux, c'est la fin du contrat. Ils te donnent ton argent, 450 euros. Ils te payent ton ticket. J'ai encore mon ticket là. Mon ticket est dans mon sac. Je l'ai toujours. Mon ticket de 2014. Donc, dès qu'ils te payent dans ton ticket, si tu as la chance qu'il n'y a pas de checkpoint, tu traverses parce qu'il y a des jours où on check, il y a des jours où on ne check pas. Et moi, heureusement, ce jour, on n'a pas fait le check. C'est comme ça que je me retrouve en France. Et le train arrive donc à la gare de Paris. Oui, Paris, je crois, à la gare du Nord. Je me retrouve dans la gare du Nord. C'est là donc que j'entre en contact avec ma famille et je me retrouve en France. Donc, jusqu'ici, Wow. je veux m'arrêter en France. Là. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Waouh. Ok, 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 ok. Donc, en fait, toi, finalement, tu n'as pas vraiment eu. Et c'est, en fait, ce que je comprends avec ton histoire, c'est que c'est une question d'itinéraire. Tu n'es pas passé par la Libye, tu n'as pas payé de passeur. Tu as, tu as finalement, enfin, à part peut-être Pachenko, mais tu n'as pas vraiment payé des gens. Ça n'a pas été ça, la totalité de ton Exactement. voyage. Exactement. Donc, en fait, au final, tu as fait combien de temps entre le moment où tu as quitté le Cameroun et le moment où tu es arrivé en, en France? À peu près. Hein. De janvier 2013, j'ai fait à peu près un an. Hein. Un an, je crois. Un J'ai an fait pour faire la route. un an, oui. Un an. Et au niveau de ta famille, comment ça se passait les peu de fois où tu as pu avoir ta sœur au téléphone? Bon, j'imagine qu'au Maroc, tu étais établi plus longtemps, tu as pu les avoir peut-être. Qu'est-ce que te disait ta famille, tes parents? J'essayais de les rassurer parce que l'aveu aussi, c'est que je suis l'aîné de mon père. C'est mon père qui avait qui avait plus la pression parce que c'était son fils aîné qui était sorti de la maison. Et tu sais, chez les Bantous, ce que l'homme représente dans la famille. Donc, c'est l'homme l'héritier de la famille. Donc, mon père savait que, voilà, officiellement, sa descendance, il savait que je pouvais partir. Il savait que son fils unique, son garçon peut mourir. Donc, j'essayais plus de rassurer mon père. Et ma soeur aussi, elle a été d'un très grand soutien. Ah oui, Vraiment, ma soeur, c'est elle qui a tout oui, organisé. Lina, oui, c'est elle Ouais. qui a, elle a été là, elle a été là. J'ai bénéficié du soutien de ma soeur et de ma copine aussi, qui était au Cameroun, avec qui je causais durant mon voyage. En fait, c'est cet amour-là, c'est ce sentiment-là qui me Qui permettait t'a aussi de motivé garder de espoir, tenir, quoi, oui. qui me motivait de tenir. Quand je causais avec eux, non, ça va aller. Et tu te rappelles des fameux films, oh, je suis en Europe, quand je vais venir, ça va aller, je vais vous. Donc, c'est en fait ça, je me suis retrouvé. Et c'est important, Philippe. C'est important lorsque tu vois, lorsque tu as si tu reçois cette chaleur-là, cette énergie, cette motivation, ça te permet au moins de t'accrocher à quelque chose. Parce que la réalité sur le terrain, je t'assure, elle est difficile. J'ai vu des Camerounais mourir. J'ai vu des Camerounais mourir beaucoup. Parce qu'il y a une frappe qui a été manquée.
je t'assure, c'était la catastrophe. C'était comme le film Delta Force. Il y a une nuit, on a essayé de frapper, ça n'a pas marché. On a été tabassé et je t'épargne des détails. Certains, on leur casse des bras. Et ces soldats, ils sont spécialement entraînés. Quand ils vous frappent aux endroits, aux articulations. Donc, pour réduire votre motricité, pour vous dissuader ou pour vous paralyser à vie. Donc, mais ce n'est pas officiel. Ça veut dire que du moment où ils vous attrapent jusqu'au lever du matin, si c'est la nuit, vous êtes foutu. C'est le bord parce que personne ne voit rien. Ils peuvent vous piquer des couteaux, des lames, tout ce qui est illégal. Mais lorsque leur général, leur chef arrive, ils n'ont pas le droit de vous taper parce que vous êtes juste des immigrés, vous n'êtes pas des criminels. Donc, normalement, on n'a pas le droit de vous brutaliser. C'est hors la loi. Mais ils le faisaient par abus. Parce que aussi, je peux comprendre qu'ils en avaient marre en tant qu'humains de voir, de repousser les. Donc, de deux camps, c'est des traumatismes. C'est des personnes qui travaillent là-bas à la fin de leur métier. Ils sont comme des militaires. Ils sont traumatisés après avoir tué, mutilé, brisé des vies. Et des immigrés aussi. Si tu as pu écouter certains témoignages, des gars avec des traumatismes incroyables qui décident même de rentrer au pays après avoir tout perdu. Donc, c'est ça. Ce soutien-là a été important parce que ça m'a permis de garder l'espoir. Bien que ma force, ma motivation était là, ça m'a permis Est-ce que tu de es tenir reparti en ferme. Afrique depuis là? Ah non, ça aussi, c'est. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi. Et je ne sais pas si c'est important pour moi que je leur explique les raisons pourquoi, si ça ne te dérange pas. Non, c'est toi qui vois. Si tu veux en parler, tu en parles. Parce qu'il y a tu sais que nous, comme on manque d'informations, il faut aussi, c'est ça, c'est justement l'objectif de ce genre d'émission, il faut informer ceux qui nous écoutent. L'immigration, il y a trois stades. Comme on dit, il y a trois types de papiers qu'on obtient. Je vais les dire en anglais parce que j'ai découvert ça ici. Je n'étais pas en France, je ne connais pas comment ça se passe. En France, on appelle ça, mot 1, le titre de séjour. Tu peux avoir un séjour temporel quand tu es immigré. Ça peut être les étudiants, etc., etc. Il y a le regroupement familial. Donc, ça veut dire que ta famille peut t'appeler en tant que membre de, par exemple, tu es marié avec un Européen, tu vois, et quelqu'un te fait venir. Ou bien tu es un membre de la famille qui est ici, qui a un certain statut et te fait venir en tant que son frère. Donc, lorsque l'État s'est avéré que c'est ton frère, tu le fais venir. Ça, c'est le regroupement familial. Et maintenant, il y a aussi, maintenant, du côté un peu technique, il y a ce qu'on appelle les réfugiés politiques. Il y a les réfugiés politiques qui sont des demandeurs d'asile. Donc, les demandeurs d'asile, quand tu as le statut de réfugié, tu peux être réfugié politique, etc. Mais ceux-là, par contre, c'est ceux-là qui n'ont pas la possibilité de retenir dans leur pays d'origine. Parce que les raisons que tu mentionnes dans ton cas ne te donnent pas le droit de partir dans ton pays. Comme celui, par exemple, qui a eu un séjour. Il peut voyager. Ou bien, si tu es naturalisé, mais tu n'as pas de statut de réfugié, tu peux repartir dans ton pays. On appelle ça ici le subsidiary protection. Si tu as le subsidiary protection, tu peux interagir. Donc, tu peux aller dans tous les pays, y compris ton pays d'origine. Quand tu as le refugee status, tu peux aller dans tous les pays de cette planète, mais pas dans ton pays d'origine. Pourquoi? Pour les raisons que tu mentionnes dans ton cas. Donc, il faut que les gens... Oh, mon micro est... Puisque tu es réfugié, effectivement, je comprends. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. C'est très émouvant, c'est très émouvant. Je te propose, si tu veux bien, qu'on fasse peut-être une émission en soirée aussi pour que les gens puissent te poser d'autres questions que j'ai peut-être oublié de te poser et qui vont être importantes. Je pense que c'est important que ce soit entendu. Je vais essayer d'avoir d'autres personnes comme ça qui ont certainement fait de la migration pour arriver en Europe, histoire que l'on en parle aussi pour que les gens se rendent bien compte du périple, que c'est des risques, que c'est des gens qui meurent en route et ainsi de suite. S'il fallait conclure avec quelque chose, qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune qui regarde cette interview et qui veut prendre ce chemin? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Premièrement, à mes jeunes frères qui m'écoutent aujourd'hui, je suis, comme on dit, on les appelle les élus. Je ne suis pas quelqu'un de très religieux, mais je suis obligé d'utiliser les termes communs. Je suis comme un élu. Pour ceux qui lisent la Bible, vous avez plusieurs exemples. Vous avez Daniel, vous avez Jonas, vous avez Joseph. Si vous regardez cette histoire, je fais partie de ceux-là. Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que j'étais le plus fort, j'étais le plus intelligent, j'étais le plus courageux, mais c'est parce que j'ai été choisi. Donc, pour vous donner le pourcentage, en termes de pourcentage, c'est 2 sur 100.
ils se retrouvent où je suis aujourd'hui. Donc, l'aventure, c'est l'inconnu. Et ce n'est pas pour les faire. Ceux qui sont au pays, premièrement, la force, c'est quoi? La force, ce n'est pas la force physique, comme je dis encore. La force, c'est qui vous êtes dans la tête, votre personnalité et votre capacité. Donc, si vous avez un savoir-faire, vous avez une personnalité au pays, battez-vous pour vivre dignement. Parce que c'est encore mieux de te faire traiter d'esclave chez toi que chez les autres. Parce que les autres, ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas de pitié. Ils ne vous feront pas de quartier, vous n'êtes rien pour eux. Mais pour vous au pays, au moins, vous avez le privilège d'avoir des proches ou des Camerounais ou des citoyens qui sauront toujours que c'est mon frère Camerounais. Je ne peux quand même pas le tuer pour un tout, pour un rien. Donc, mes jeunes frères, l'immigration, c'est une réalité. L'immigration, ce qu'on a à gagner lorsqu'on est ici, ça vaut le coup de se retrouver ici. Mais le chemin qu'on emprunte, l'illégalité, je ne vous le souhaite pas. Si vous savez l'intuition qu'on vous prend dans quelque chose qui n'est pas légal, ça veut dire que vous n'aurez pas votre passeport, vos droits. Réfléchissez à plusieurs fois. Je sais que mon message ne pourra pas vous dissuader parce que moi aussi, j'étais comme vous. Personne ne m'a dissuadé. Mais je souhaite, c'est une sensibilisation que je fais, Philippe. Donc, si demain, si tu veux dire quelque chose à ton petit frère, tu ne lui dirais pas forcément de partir par ce chemin, quoi. Ce n'est pas la meilleure. C'est pas la OK. meilleure option. OK. Ben, écoute, merci beaucoup, Moni, d'avoir parlé avec nous, d'avoir été aussi transparent. J'espère qu'on pourra faire une petite émission. Peut-être, je ne sais pas si tu es disponible, mais ce sera un soir pour pouvoir prendre 1 heure pour que tu puisses répondre aux questions des autres. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Je te souhaite beaucoup de courage et j'espère que tu pourras, dans quelques temps, avoir les papiers qui te permettront de revoir quand même ta famille. Ce sont des gens qui ont payé un prix aussi pour que tu sois là où tu es. Et ce serait bien qu'au final, tu puisses revoir tout ce monde-là et que ça se termine pour le mieux pour toi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu es en Irlande, tu as une famille, tu as un petit enfant, Je suis père, oui, je tu es suis père de père 3 enfants. de 3, Je suis père excuse-moi. OK. de 3, oui. OK, d'accord. Donc, tu as refait ta vie. Et OK, d'accord. Beaucoup de courage à toi, en tout cas, Moni. Et on aura, j'espère, l'occasion de pouvoir reparler de tout ceci. C'est moi qui te Je, remercie, Philippe. merci beaucoup. Je vais donc juste te demander de sortir de la vidéo pour que je puisse conclure. OK, merci. Ça fait là. OK. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce périple long, mais je pense important. C'était important de prendre le temps de, de parler de tout ça, de permettre à quelqu'un qui a vécu finalement la réalité d'un passage, de nous raconter dans le détail finalement les grandes étapes de son parcours. C'est traumatisant de voir des gens avec qui on a commencé l'aventure mourir, de voir autant de choses difficiles. Et clairement, vous le savez, hein, je pense que c'est le désespoir qui pousse les gens à prendre ce chemin-là. Et j'espère que l'aventure de Moni vous fait bien comprendre que ce n'est pas rose ce qui vous attend. Ce n'est clairement pas rose et je ne le recommande à personne. On essaiera de la voir en direct pour pouvoir terminer cette émission et ce concept-là. Et en attendant, passez une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si vous êtes nouvelle ici. Ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement parce qu'on croit justement que c'est avec ça qu'on va s'en sortir dans la communauté. Sur ce, à très bientôt.